city ninis, faites des enfants, and globalism, leftist, Macron, ok? This is something nobody say, mais moi je le dis. Qu'est-ce que l'éternité ? L'éternité, c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai donné à mon fils la force du Christ en le baptisant. Enfin, j'ai donné, c'est le Christ qui lui a donné, mais on lui a donné. Et en fait, c'est ça. C'est les enfants, c'est le passé, le présent, le futur. C'est, tu vois, moi, quand je vois mon fils, je vois aussi. Là, ça va être dur de pas pleurer, mais je vois ma grand-mère aussi, que j'aimais beaucoup, tu vois. Et elle m'a éduqué, ma grand-mère. J'ai arrivé, laissez-moi un peu de temps. En gros, ma grand-mère, je lui ai dit, avant qu'elle meure, que j'allais faire ma vie avec ma femme. Et c'était important pour moi, parce que en gros, c'est elle qui m'a dit que ma femme, en gros, c'était la femme de ma vie, quoi. Moi, j'adore la Vierge Marie, mais j'aime, parce qu'en fait, j'aime les femmes qui m'ont éduqué, quoi. Et je suis boxeur professionnel, hein, je tiens à préciser. Eh bien, chers amis, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'interviewer un champion de la MMA. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir Hugo Nemesis qui veut dire bête noire, ennemi mortel, comme vous le voulez. Il y a des tas d'autres sens à ce mot qu'il a sans doute rajouté pour intimider encore davantage, si besoin était, ses opposants. Donc aujourd'hui, on a Hugo 2. Et on va parler de pas mal de choses parce que Hugo, moi j'ai appris à te connaître seulement la semaine dernière, qu'on a discuté un peu plus d'1 heure ensemble et ce fut un plaisir énorme de t'écouter, de connaître un peu ton parcours, ton histoire. Mais je crois que les gens jugent souvent les gens très rapidement sur certains mots qui sont dits, sur certains titres qui sont relayés par l'actualité. Mais on ne prend pas le temps de connaître la personne derrière. Et ici, sur Point de Rupture, c'est ce qu'on veut faire. On veut découvrir ce qui t'anime, pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu as dit certaines choses, dans quel but, etc. etc. Je vous rassure tout de suite, même si la MMA, c'est quelque chose d'extrêmement violent, dans les premiers propos que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Hugo, il était tout sauf violent, il était d'une gentillesse exemplaire. Alors, Hugo, on va commencer par ceux qui ont défrayé les chroniques, ont entendu dire des choses assez violentes sur pas mal de gens. Est-ce que tu veux aborder ça d'abord et ensuite on rentrera dans qui tu es et tout ça? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, John. Encore désolé, parce qu'on était censé faire ça avant, mais j'ai eu un impératif. Donc merci à toi et à Louis. Je sais pas si on peut le nommer, mais qui t'aide à faire tout ça. Merci à vous. Je suis très content de venir ici. Je vais être honnête, j'avais regardé un peu ta chaîne YouTube, voilà, avant qu'on se contacte, mais je regardais pas trop, mais je me suis rattrapé. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, voilà, entre vendredi et maintenant. Donc très content d'être là, on va passer un bon moment et je pense également que tu es quelqu'un de qualité et cultivé, donc j'aime bien discuter avec ce type de personnes, donc c'est parfait. Alors mes propos, parce qu'en fait pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai combattu le 15 novembre à Stettin quand c'était en Prussie. Donc j'ai combattu là-bas contre Wojtek Kawa, un Polonais qui était en 9-3, mais non 9-4 parce que j'ai vaincu, j'ai gagné et à la fin du combat, en fait, le vainqueur en boxe, en MMA, il se voit octroyer un temps de parole. Après la sueur et le sang, on a le droit de s'exprimer un peu. Exercice assez compliqué vu qu'on est fatigué et qu'on sort en fait des vapeurs du combat, quoi. Mais du coup, j'ai exprimé, bon, bien sûr, j'ai remercié comme d'habitude, mais bon, je l'ai dit en polonais, donc ça n'a pas été trop transcrit. Donc j'ai remercié mes équipes, parce que c'est un sport individuel, les sports de combat, mais on s'est construit en équipe, hein, en réalité. J'ai remercié mes coachs, mes sparring partners, mes fans, bien évidemment. J'ai remercié mon opposant, qui est un très très bon kickboxer. Après, oui, j'ai parlé de notre cher président de la République Emmanuel Macron et j'ai bien sûr dit j'ai transmis un message qui m'est cher, c'est-à-dire
un message qui est anti-globaliste, voilà, donc on va dire anti-gauchiste, voilà, tout simplement, pour faire très simple, anti-communiste, et surtout un discours nataliste, parce que pour moi c'est primordial de fonder des foyers, de faire des enfants, surtout aujourd'hui quand on voit la situation démographique de nos pays, des pays occidentaux. Et bien sûr, j'ai aussi cité le Christ parce que je suis un combattant, un soldat du Christ aujourd'hui et pour toujours. Et donc du coup, c'est très important pour moi. Et au passage, j'en ai profité pour tacler donc les gauchistes et notre président. Et je le répétais ici, j'espère que vous couperez si jamais ça vous fait strike la chaîne. Mais en gros, j'ai dit à Macron d'aller se faire foutre. Voilà, fuck Macron. Pour reprendre un peu les mots qu'avait dit Renato Moicano, qui est un combattant de l'UFC qui avait combattu à Paris et qui avait aussi dit à Emmanuel Macron d'aller se faire foutre. Voilà, donc du coup, j'ai été étonné parce que ça fait 2 ans peut-être, 2 ans et demi que c'est arrivé et j'ai toujours été étonné qu'aucun combattant français ne se permette de réitérer en fait ses propos. Donc du coup, j'en ai profité une fois que j'avais le micro pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est un peu plus courant aux États-Unis. Comme tu le sais, sur Point de rupture, on parle souvent de l'Amérique pour que les Français comprennent davantage l'Amérique. Et aux États-Unis, c'est un peu plus courant. On peut dire tout ce qu'on veut parce que le premier amendement, c'est la liberté d'expression, y compris la liberté religieuse, etc., etc., tout ça ensemble. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé enlever. Donc, les Américains, quand on enlève la liberté d'expression, ça choque. Et dans la liberté d'expression, on a le droit de dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que l'on interdit de dire aux États-Unis également, parce que c'est jamais parfait où que ce soit. Je ne sais pas, on abordera ça peut-être un peu plus tard dans la discussion, mais aux États-Unis, dès qu'on dit quelque chose à propos d'Israël ou quelqu'un qui serait juif, etc., on se fait traiter d'antisémite. Et là, c'est comme si la liberté d'expression s'arrêtait. Mais sinon, on peut dire F Trump, F n'importe qui, etc. Ça, et les gens le font, même par écrit. Et il y a même des membres du Congrès qui le disent, etc. Et ça a augmenté récemment. Et avant, il y avait encore un genre de décorum où on n'osait pas dire certaines choses sur les ondes. Maintenant, c'est fini. Hein, les gens disent les choses directement et on y va de cette façon-là. Alors, moi, j'aimerais bien que les gens te connaissent davantage. Hein. Hugo Nemesis 2. Aujourd'hui, Hugo habite en Pologne. Il est français, Exactement. franco-français. On a eu cette conversation, mais moi, j'aimerais bien que tu fasses un itinéraire pour que les gens comprennent d'où tu es à l'origine en France. Et ensuite, j'animerai un tout petit peu pour te demander pourquoi tu as déménagé en Pologne, comment ça s'est passé, etc. Mais à l'origine, tu es d'où en France et qu'est-ce que tu faisais à un très jeune âge? Tu as quel âge d'ailleurs maintenant? J'ai 29 ans. D'accord. Je suis si jeune. Ok. D'accord. Et donc, d'où est-ce que tu es en France d'abord? Alors, moi, je viens de Saint-Étienne. Donc, c'est dans la Loire, le 42. C'est très proche de Lyon. D'ailleurs, on est connu pour avoir une grosse rivalité entre Saint-Étienne et Lyon, notamment au niveau du foot. Et moi, je viens pas de Saint-Étienne même. Bon, j'ai fait ma scolarité, lycée, etc. Mais moi, je suis plus de la campagne. Hein. Comme je te disais la dernière fois, je suis un country boy. Voilà, je suis un mec de la campagne. Et voilà, donc je suis né là-bas. J'ai fait une grande partie de ma vie là-bas. Là, en décembre, je rentre en France pour donner des séminaires, mais je vais également passer du temps là-bas parce que je vais fêter Noël en famille, voilà, dans la maison familiale avec toute ma famille proche, éloignée. Nous, on fait toujours des gros Noëls, donc ça c'est quand même bien. Et du coup, comment je suis arrivé en Pologne? Parce que les gens ils me disent oui, mais t'as des origines polonaises, etc. Il y en a aussi, ils parlent de ma femme, parce que ma femme est franco-polonaise. Mais en réalité, moi, je suis avec ma femme depuis très très longtemps. Donc, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans. Donc en fait, j'ai pas enfin en gros c'est pas voilà, je l'ai pas rencontré quand j'avais 24-25 ans et c'est ça qui m'a fait bouger en Pologne, pas du tout. En fait, comment ça arrivé, c'est durant le Covid. Il me semble que je t'en avais parlé de ça. Oui. Durant le Covid, en fait, moi à l'époque j'étais coach donc à Ringside Hardy, donc c'était dans les Monts d'Or vers Lyon.
parce que j'ai pas mal vécu à Lyon. J'ai vécu 5 ans à Lyon pour les études et puis après pour le travail. J'avais mon entreprise, je coachais. J'étais un combattant semi-pro de MMA amateur. Et en fait, quand le Covid est arrivé, moi, je pouvais ni travailler, ni m'entraîner, ni faire de compétition. Donc, du coup, pour moi, c'était un gros coup dur. Et en fait, j'ai contacté des amis en fait que j'avais dans la Légion, qui étaient polonais. Et que je vais sortir la phrase exacte qu'ils m'ont dit au téléphone, ils m'ont dit mais viens en Pologne, ici il y a pas Covid, kurva. Donc j'ai dit c'est parfait, on va y aller. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé en Pologne, tout simplement. Et alors je connaissais en fait la Pologne à travers les Polonais avec qui j'avais travaillé dans le bâtiment, etc. via mon grand-père, mais j'en savais pas plus quoi. Et la famille de ma femme, ouais, ils avaient une image, voilà, c'était un pays communiste et il fallait pas y aller quoi. Voilà, c'était un peu ce qu'ils me disaient. Mais du coup, quand je suis arrivé là-bas, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai été, bon, déjà le côté entraînement était incroyable parce que la Pologne, c'est un très bon pays de MMA. Hein. Il y a énormément de niveaux, beaucoup de compétiteurs. Et là-bas, effectivement, le Covid, ouais, il y avait 2-3 restrictions, mais on pouvait quand même s'entraîner, etc. Donc c'était bien. Je suis resté 2 semaines et puis en rentrant, j'ai rêvé de la Pologne jour et nuit. Vraiment, c'était incroyable parce que je suis arrivé à Varsovie déjà. Voilà, c'était incroyable Varsovie. Il y avait pas trop de monde en plus avec le Covid, donc j'ai pu découvrir voilà plusieurs choses et l'entraînement était incroyable. J'ai même fait une formation de tir là-bas en plus au passage, donc c'était vraiment cool. Et en fait, pendant un an et demi, j'ai fait les allers-retours. Et puis quand le Covid est un peu retombé et que mon activité a pu voilà redevenir enfin ce qu'elle était quoi. En gros, j'ai pris la décision de vendre mon portefeuille client et de déménager avec ma femme à Varsovie en Pologne. Et depuis, on habite ici. Et depuis, je suis passé professionnel. Je suis rentré au KSW, donc la plus grosse ligue d'Europe de MMA. Et maintenant, je suis classé 384e mondial sur, je pense, en lightweight, on doit être plus de 6000, je pense, même largement plus. Je suis à 6-1 en carrière, c'est-à-dire 6 victoires, 1 défaite. Donc 7 combats. D'accord. Ok, bravo. On est ravis que tu sois là, etc. Mais est-ce qu'on est associé à un pays quand on se bat ou pas? Alors moi, je me bats pour la France et la Pologne, mais c'est mon choix. Hein. Par exemple, si je vivais en Pologne, mais que voilà, bon, généralement tu combats pour tes origines, ce qui est quand même assez logique. Mais en fait, moi dans mon esprit, donc moi je suis français, je suis un invité en Pologne, donc même si je respecte tous leur mode de vie, bon, c'est pas bien compliqué pour un Européen, voilà, parce qu'en gros c'est une culture occidentale, catholique, etc. Donc moi-même étant catholique, c'est pas compliqué à respecter leurs dogmes, voilà. Mais non, moi je considère être français, donc je me bats pour la France et les Français surtout. Je me bats également pour la Pologne et les Polonais parce que c'est ma maison maintenant et c'est surtout la maison de mon fils et mon fils est franco-polonais. Donc je me battrai aujourd'hui et demain parce que c'est la maison de mon fils et moi on m'a toujours appris à défendre ma maison. Voilà. Donc je protégerai autant la France et je me battrai autant pour la France que pour la Pologne. D'accord. Donc, tu es en Pologne essentiellement depuis environ 5 ans, C'est plus ça, ou moins? exactement. Ouais, c'est ça. D'accord. OK. Alors, ce qui intéresserait sans doute tous les gens qui nous écoutent, c'est tout d'abord, quelle est la perception qu'ont les Polonais de la France et des Français? Hmm. Alors, passé, très glorieux. Présent, c'est un peu moins ça. En fait, quand même, il y a de l'admiration pour les Français, pour notre culture, notre gastronomie, on va dire notre attitude de manière générale. Il y a quand même, voilà, il y a quand même de l'admiration pour ça. Les gens, voilà, quand vous leur dites vous êtes Français, ils sont ça va être quelqu'un. Et dans leur esprit, c'est quelqu'un de raffiné, voilà, quelqu'un de plutôt intelligent d'ailleurs. Voilà, c'est souvent cette idée qu'ils ont, cette image qu'ils ont de nous. Mais bien sûr, même parce que bon, il y a des gens de gauche en Pologne, mais on va dire que c'est les gens de gauche polonais et les gens de gauche français. C'est là la fenêtre d'Overton n'est pas exactement au même endroit, hein, ça n'a rien à voir. Donc ils ont conscience en fait que le communisme mental qui est présent en France est extrêmement élevé. Et du coup, en fait, dans leur esprit, ils savent que voilà, avec un Français, faut pas trop parler d'immigration, les taxes, tout ça, faut pas trop aborder ces sujets. Donc c'est vrai quand ils sont tombés sur moi au début, ils prenaient beaucoup de précautions. À un moment, je leur ai dit, je dis mais moi les gars,
en gros, moi, je suis pas un socialiste. Vous pouvez y aller. Et puis bon, dès qu'ils ont compris que c'était comme ça, après, ça s'est bien passé. Mais effectivement, oui, on a cette image de, voilà, de pays très progressistes, LGBT friendly, immigration de masse, etc., taxes énormissimes. Donc du coup, liberté d'expression, coup-ci, coup-ça, quoi. On va dire que c'est grosso modo, c'est comme ça qu'ils nous voient. Donc ils nous apprécient, ils respectent un peu notre héritage, juste au titre, hein. Mais par contre, ils ont conscience que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier et que voilà, ils parlent avec les Français en y allant doucement et en prenant des pincettes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir avec moi et ce que j'ai pu voir en fait avec des amis qui venaient ici, etc. Et lors de diverses, parce qu'il y a beaucoup de Français à Varsovie, lors de diverses réunions, voilà, où il y avait des francophones, etc. C'est comme ça que j'ai vu ce type d'interaction, quoi. D'accord. Et l'inverse maintenant, quel est ton point de vue sur la Pologne et les Polonais? Alors, mon point de vue personnel, je ne connaissais pas du tout les Polonais. Mais vraiment, faut vraiment imaginer que je suis arrivé, j'étais une carte blanche. Moi, je connaissais un peu les Slaves, voilà, mais pas tellement. Moi, je lisais pas mal enfin pas mal, un peu de littérature russe, surtout quand j'étais à la fac, Dostoïevski, etc. Mais je suis pas du tout un expert, hein. Je lisais juste ça par plaisir. Mais donc, du coup, je connaissais un peu les Russes, mais je ne connaissais pas du tout les Polonais, sauf ceux avec qui j'allais travailler. Donc pour moi, en fait, c'était des gens honnêtes, des travailleurs, et voilà, c'est tout. Pas... J'avais mangé des pierogies. Ça, c'est vrai que à l'époque, j'ai mangé des pierogies il y a très longtemps et je m'en souvenais plus d'ailleurs. Parce que pour moi, c'était des raviolis. Et en fait, ils avaient juste amené ça à midi et moi, j'avais mangé ça comme ça. Mais en fait, maintenant, je me souviens, c'était des pierogies. Mais voilà, et du coup l'image que j'ai maintenant, bah, extrêmement positif, hein, parce que vous ne pouvez pas vivre un peuple si vous ne l'acceptez pas, hein. D'ailleurs, ça m'étonne toujours en fait de voir ces extra-européens ou ces immigrés qui se plaignent en fait de là où ils sont, qui se plaignent de diverses choses, hein, que ça soit du comportement des autochtones ou alors que ce soit en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs de partout, hein, le comportement des autochtones ou la liberté religieuse d'expression, de vestimentaire, que sais-je. Et en fait, moi, ça m'étonne parce que moi, si je vis en Pologne, personne m'a forcé. En fait, moi, c'est que je suis là de mon plein gré. Et en fait, moi, j'aime le comportement des Polonais. On en a parlé la dernière fois. Ils sont peut-être moins jovial, moins voilà, de premiers abords. Voilà, c'est moins des Américains, comme j'ai tendance à le dire, my friend, my friend. Par contre, ici, vous pouvez le nouer des vraies amitiés profondes et sincères. Et je pense que ça représente bien les Polonais. Et alors là, c'est bien parce qu'il fait -3, -4 aujourd'hui, donc c'est une bonne comparaison. En fait, ça représente bien les Polonais, c'est-à-dire ils sont d'apparence un peu faits de glace, mais en réalité, ils sont très très chaleureux. Et en fait, dès qu'ils vous acceptent parmi eux, c'est un régal, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai genre plus d'amis polonais. Mon cercle en Pologne, il est composé plus de Polonais que de Français. Et les gens à qui je fais le plus confiance, ouais, je dirais 50-50, hein, 50% de Français, 50% de Polonais. Je ne côtoie pas les Polonais que pour m'entraîner. Je vais à des repas de famille avec eux le week-end. J'ai même mon coach avec qui je suis très proche. Voilà, on fête Noël avec nos deux familles, en plus de le fêter avec nos familles respectives. Donc ça, c'est un honneur pour moi parce que Noël, c'est très important pour eux et pour moi également. Donc c'est une preuve de confiance et voilà, d'amour, Oui, hein, et on peut le chez dire. les Polonais, d'ailleurs, le grand repas de Noël est la veille, c'est la Vigilia. C'est ça, Et Vigilia, hein. c'est la veille au soir, et c'est un repas qui est très long Ah et oui, qui se tire, combien il y a 14 ou 13? 17 mai. 17. Ouais, et il y a, parce que moi j'ai des souches polonaises également, donc j'ai toujours été éduqué là-dedans. Et il y a une tradition que moi j'ai conservée dans ma famille, et mes enfants la conservent, etc. C'est le fameux opłatek, où on partage un genre d'hostie C'est et on ça. se souhaite des choses les uns les autres, et ça prend presque, en fonction du nombre de personnes qu'on est. Nous, souvent, on arrivait à 20, 24 personnes pour la Vigilia, et ça prend 1 heure et demie avant le repas. Ouais, c'est ça, hein. Et vous Euh, souhaitez également voilà, des bonnes choses pour les gens. C'est souvent, enfin, je sais pas comment on faisait chez toi, mais ici en Pologne, moi, quand je le fais dans ma famille ou quand je vais chez mon coach, hein, Leszek, en gros, c'est la famille royale. C'est Joseph, Marie et Jésus qu'on ouais. casse en voilà
en petits morceaux et on en donne à chacun, etc. Et chez nous, on commençait toujours, on terminait en se souhaitant tout ce qu'on pouvait souhaiter à chaque personne, mais on commençait toujours par une chose qui est très fondée dans la foi, et les Polonais sont très croyants, on commençait à dire, par exemple, si moi je le partageais avec toi, je dirais, Hugo, si pendant l'année dernière, je t'ai offensé pour quoi que ce soit, dis-moi, Bien et je sûr, te hein. demande pardon tout de suite, tu vois. Et donc, on commençait toujours par ça, etc. C'est un genre de table rase de confession ouverte, tu vois, Mhm. Ouais, c'est bien. pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Et ça crée une ambiance qui est extraordinaire. Après, avec un repas qui dure très longtemps. Et Même philosophiquement parlant, c'est incroyable de faire ça. C'est bienveillant, en fait. C'est tellement bienveillant. ouais, C'est ce genre de rite, même pour les non-croyants, c'est tellement important parce qu'en fait, dans une famille, il y a toujours des petits problèmes, des non-dits, etc. Mais en ouais, fin de compte, quand on traverse ce genre de fêtes ou même des grosses épreuves dans la vie, on se rend compte que peut-être les petites inimités qu'on a en famille, c'est pas tellement important. Et ce genre d'occasion, faut pas prendre ça à la légère parce que ça peut être l'occasion de poser les choses à plat. C'est très bien. absolument. Ça, c'est l'importance de la liturgie culturelle, si j'ose dire, de ce Exactement. genre de choses. C'est vrai. Alors, maintenant, bon, en dehors de Noël, etc., de ton point de vue, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez les Polonais et en Pologne? Alors, sur les Polonais, leur loyauté, là tout de suite, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ils sont d'une loyauté incroyable. Il faut la mériter. Elle n'est pas donnée, elle n'est pas gratuite. Comme je t'avais dit, moi, pendant 2, 3 mois, quand je suis venu en Pologne, lors de mon dernier séjour, enfin mon deuxième séjour, pardon, voilà, au début, tout le monde disait bonjour, au revoir, mais rien de plus. Mais à un moment, on a réussi à briser la glace et depuis, bah, voilà, elle s'est jamais, elle est restée ferme et froide, mais ensemble, quoi. Donc non, déjà leur loyauté, c'est des gens profondément loyaux et sympathiques, très très traditionnels. Même pour les gens de gauche, c'est ça qui me donne entre guillemets de l'espoir ici, c'est que même entre guillemets les gens de gauche, c'est pas tellement en fait des gens de gauche sur le papier quoi. En gros, ils votent pour les partis de gauche polonais, mais on va dire en fait il y a pas cette rupture qu'il y a en France entre la gauche et la droite où on peut limite pas parler. Il y a des gens, voilà, ils sont de gauche, tu peux pas leur parler, etc. Non, il y a vraiment, il y a un côté très traditionnel dans leur attitude avec les Polonais et ça, j'apprécie. C'est des conservateurs, voilà, c'est des gens pour qui la famille c'est très important et bien sûr pour qui Dieu et Jésus-Christ, c'est les fondements de la Pologne. Voilà, les Polonais s'ils sont là, d'ailleurs c'est pas mes mots, c'est les leurs. Ils sont là également grâce à Jésus-Christ parce que la Pologne a traversé des moments de l'histoire où il n'y avait plus d'État, où seul le peuple polonais, la langue, la culture et le Christ étaient présents. Donc c'est des choses auxquelles ils sont très rattachés à juste titre. Donc voilà, loyaux, conservateurs, traditionnels. C'est des gens aussi qui vivent. Voilà, ils sont pas dans cette sorte de dépression un peu qu'il y a en France. Voilà, il y a de moins en moins, en tout cas. Alors c'est peut-être moi, peut-être vu que je suis de plus en plus dans le cercle de droite, je le vois de moins en moins. Mais en fait, voilà, c'est un peu cette dépression, tout est foutu, on va perdre, c'est fini, etc. Les Polonais sont pas du tout comme ça. Moi je le sais, c'est parce qu'en fait ils se sont battus il y a beaucoup plus récemment que nous. Ils se sont libérés il y a pas longtemps. Et ils veulent surtout pas revenir vers le communisme. Voilà, Ouais. ils veulent garder leur intégrité. Ça explique aussi leur inimité, leur hostilité, pardon, envers les Russes, qui sera, je pense, éternelle. Mais Mhm. voilà, en gros, ils veulent ni se laisser envahir par les Russes, ni laisser rentrer en fait le communisme, le progressisme qui est présent dans l'Europe de l'Ouest. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très et même les gens très à gauche sont plus du coup anti-russes, mais ils sont aussi ils ont conscience que même s'ils veulent un peu plus de social, ce qui se passe à l'Ouest c'est pas trop leur tasse de thé, surtout l'immigration de masse. Donc voilà, et c'est un peuple que j'aime profondément en fait, hein, les Polonais. Même moi, ma personnalité c'est polonisé. Hein, je suis très fier d'être français. J'ai su être un très bon représentant de mon peuple et de mes Ouais. ancêtres. Mais c'est vrai que je le vois, hein, en fait, quand je rentre en France, des fois, il y a des attitudes un peu, voilà, pas dépressives, mais
voilà, négatives ou alors des attitudes qui manquent un peu d'honnêteté, parce que les Polonais sont très honnêtes, ça tu le sais très bien. En gros, s'ils ont un problème, moi ça m'a surpris plusieurs fois de voir des gens qui avaient un souci et de se rapprocher et de se dire exactement ce qu'ils avaient. Voilà, alors moi je te reproche ça, ça et ça. Et c'est vrai que ça c'est bien parce que moi je pense qu'il faut être honnête dans la vie. Et donc ouais, les Polonais, bon, dernier compliment, c'est qu'ils sont honnêtes et que quand ils ont un souci, ils les règlent et ils laissent pas les choses s'empoisonner ou que sais-je. D'accord. Et Ok. sur la Pologne, je t'ai dit les Polonais, et sur la Pologne, bah, j'aime le fait que ce soit un pays conservateur de droite, j'aime la culture polonaise, j'aime l'histoire polonaise, la langue, c'est plus dur, mais j'aime quand même, mais c'est plus dur, c'est de mieux en mieux, mais c'est plus dur à apprendre. Et j'aime la Pologne. Si c'était un peu plus montagneux et vallonné, ça serait parfait, parce que moi je viens un peu de la montagne. Mais bon, ça, il y a tout le sud de la Pologne pour assouvir ce désir. Et voilà. D'accord. Et il y a un autre phénomène dont on parle beaucoup en Europe, c'est le phénomène d'immigration sauvage, etc., etc. Et on n'en parle pas en Pologne. Pourquoi? Alors, maintenant, on en parle beaucoup plus en Pologne de l'immigration, parce qu'il y a la crise qu'il y a à la frontière biélorusse. Donc, en fait, comme je dis, entre la crise, d'un côté, les Polonais sont chanceux et nous, on l'est moins de tout ce qui se passe en fait en France, etc. Parce que, en fait, c'est des gros panneaux d'avertissement qui se prennent dans la face. Et en fait, il faut savoir qu'ici, les médias en fait privés sont très très puissants, comme Republica TV par exemple, qui est une chaîne de droite énorme. C'est un CNews sous testostérone, comme je dis souvent. Tous les gros partis de droite, donc le parti de Brown et de la Confederatia ou même le PiS, ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, surtout la Confederatia. Donc surtout au niveau des jeunes, ça marche très bien la communication. Donc en fait, oui, effectivement, quand je suis arrivé en Pologne, c'est vrai qu'il il y a 5 ans, on parlait d'immigration, mais c'était pas pareil. Voilà, c'était un peu la période où, tu sais, il y avait ces sortes de mouvements féministes, là, anti-avortement, en Pologne. Il y avait des gros rassemblements d'ailleurs, et j'étais un peu surpris. Mais du coup, c'est vrai que tous ces combats ont disparu en fait totalement face, en fait, à la barbarie qui se passe chez nous, à l'immigration. Donc, je dirais que les Polonais n'étaient pas au courant, mais maintenant, moi, je pense que il n'y a pas une discussion où en fait les Polonais, peu importe leur sensibilité politique, en fait, ils m'en parlent systématiquement, quoi. L'immigration de masse, ils ont conscience que c'est très bien. D'ailleurs, même Tusk, hein, qui est une girouette totale. Donc, c'est le président actuel non, le premier ministre actuel de la Pologne. Maintenant, tu l'entends de donner un discours à côté Marine Le Pen, ce serait une glacière, quoi. À côté. Oui, oui. Alors que Tusk, c'est un européiste, a Ah oui, priori. total. C'est On là. l'appelle l'allemand ici. Les gens, ils l'appellent l'allemand. Niemiec. Niemiec, c'est ça. Donc Uh-huh, bon, uh-huh. c'est vrai que maintenant les Polonais ils sont au courant et puis bon, malheureusement après avec tous les attentats, avec les différents faits divers comme on appelle en France, alors que ici en fait quand un immigré, ça arrive, hein, c'est très rare, hein, mais quand un immigré, par exemple il y avait une fille qui s'était fait violer et tuer à Torun par un Vénézuélien, je crois. Alors, ça a fait un scandale dans le pays. Les Polonais sont allés à l'hôtel où résidaient les immigrés donc d'Amérique du Sud. Ils les ont virés eux-mêmes. La police ensuite les a amenés dans un camp. Et ensuite, les Polonais, le jour d'après, ils sont allés à l'usine où bossaient ces immigrés et ils ont fait descendre le patron, mais ils lui ont littéralement tiré les oreilles. Ils l'ont pris comme ça, là. Ils ont dit écoute-moi bien, Piotrek, maintenant c'est terminé les conneries. Et le mec, il prend plus d'immigrés d'Amérique du Sud. C'est ça qui est fort avec les Polonais. C'est comme à la frontière, à un moment, les Allemands, ils envoyaient en fait des immigrés côté polonais. Les Polonais, ils ont dit ah bon. Et bah du coup, il y a beaucoup de civils qui ont fait ça. C'est pas que des groupes hooligans ou des groupes Ouais. politiques. Il y a même beaucoup de civils, des familles qui se sont mis à la frontière et ils se relayaient pour être à côté des gardes frontières pour laisser passer personne. Et en fait, ils Mhm, ont même dans les petits chemins qui relaient en fait l'Allemagne à la Pologne, ils ont bloqué pour que personne ne passe. C'est incroyable ça. C'est ça qui mhm, fait mhm, plaisir mhm. aussi. C'est que les Polonais, ils ont encore l'ardeur. Ils veulent se battre. Ils veulent défendre leur terre, quoi. Ils sont pas prêts en fait à abandonner leur liberté parce ils sont trop battus en fait pour celle-là. Ils sont trop battus. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et il y a une notion de, sans rentrer dans des considérations racialistes, mais on avait parlé sur nos émissions sous point de rupture du livre de Julien Rochdy, qui Mhm. sont les Blancs. Les Polonais ont très très conscience de leurs origines, de leurs souches, etc. Bien sûr. Et on le voit même dans les sports. Par exemple, dans toutes les équipes de course à pied, et les Polonais ont toujours eu une grande réputation dans la course à pied, aussi bien hommes que femmes, que mix, par exemple le 4x400, les relais, etc. Le premier relais mixte, 2 hommes, 2 femmes, je crois que c'est même les Polonais qui ont gagné la médaille d'or là-dedans, sur le plan mondial, tu vois. Donc ils sont assez forts. Et tous les coureurs sont polonais. Mhm. Et c'est pas des gens d'autres origines, etc. Bien sûr. La notion d'origine est extrêmement Mais importante en Pologne. en fait, c'est très simple. Moi, on peut dire que c'est pas être raciste de dire ça. On peut dire qu'ils ont une conscience raciale, ils ont une conscience identitaire entre guillemets. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que moi, ils disent ici que j'ai le sang français mais le cœur Ah, polonais. Et en fait, ça a bloqué du côté d'Hugo. ah, on entend ou pas Hugo, là? je ne sais pas si tu nous entends. Ah, ça y est, tu es C'est revenu. bon. Ça avait bloqué un Ouais. peu. Excuse-moi. Donc, je disais, ils ont les Polonais, sans être racistes ou voilà tomber dans le racisme, ils ont une conscience raciale. C'est des identitaires. Ils ont conscience de leurs origines. D'ailleurs, moi, ils disent souvent, Hugo, il a du sang français, il est français, mais il a un cœur polonais. Et en fait, bon, déjà, ça fait beaucoup plaisir qu'ils me disent ça. Mais en fait, Mhm. comment ils voient les, parce qu'il y a de la nationalisation, il y a de la mixité, mais voilà, elle est vraiment à la marge. Et en fait, comment ils voient les choses, les Polonais, c'est qu'en fait, ces gens qui sont nationalisés ou qui sont mixés avec d'autres ethnies, d'autres peuples, en fait, ils les voient comme des citoyens polonais, mais pas comme des Polonais, ou alors pour les gens qui sont pas des Polonais 100%. Mais pour eux, c'est normal. Il n'y a aucune insulte là-dedans. Hein. C'est en gros, pour eux, en fait, ce déterminisme génétique, culturel, Ouais. historique et en fait, nos ancêtres, au contraire, ils se sont dit, mais c'est bien, tu es chinois, c'est bien. Sois fier d'être chinois. Nous, on est polonais. Donc, en Ouais. fait, Chez, moi, chez les Slaves, d'une façon générale, hein, par exemple, oui, chez les oui, bien Russes, sûr, sur les papiers, bien sûr, dans leur passeport d'identité, tu as 2 catégories. Tu as la citoyenneté, et tu es l'ethnie, russe, et tu as la nationalité, qui sont tes origines, et c'est toi qui les mets. bien Par sûr, hein, exemple, si tes grands-parents étaient biélorusses, il y a de fortes chances que pour nationalité, tu vas mettre biélorusse, bien sûr, hein. même si ta citoyenneté est russe. Les Donc, Russes, tu as les deux choses, et c'est pas considéré comme négatif ni quoi que ce soit, parce que tu peux être fier de tes origines, c'est ta nationalité d'appartenance, mais ta citoyenneté est du pays dont tu es citoyen, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ici, en fait, c'est même pas un débat. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a. En France, Ouais. on fait tout un char autour de l'identité française, mais en fait, c'est très simple. Les Français, c'est des. Bah voilà, pour reprendre Julien, c'est des Blancs, c'est des Occidentaux. Oui, en Occitan, ils sont plus bronzés que dans le Nord, mais enfin, en fait, tout ça, t'as les gens qui ramènent tout c'est la mélanine, je crois, la couleur de la peau. Ouais. En gros, voilà, je veux dire, en gros, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en génétique pour comprendre que les peuples viennent de quelque part, voilà. Et en fait, c'est même pas un débat en Pologne et ça me fait beaucoup. Bah ça, pareil, ça prouve encore une fois que je me suis un peu polonisé. C'est quand je rentre en France, il y a encore tout le monde en fait un pataquès, mais il n'y a pas de pataquès. En gros, il y a les Français, puis il y a les invités. Voilà, c'est tout. En gros, et moi, je Ouais. suis un invité en Pologne. Moi, je suis un invité, hein. Mais moi, comme je dis, je me sers ma propre soupe. Ce que je dis, je me le considère moi-même. Si un jour je vais faire un moment Alain Delon. Si Hugo II n'est plus voulu en Pologne, Hugo II retournera en France ou il ira ailleurs. C'est comme ça parce que je suis un invité, moi. C'est pas Hmm. chez moi. Quand on va chez quelqu'un, on refait pas la déco. Si je viens chez toi, John, ta belle étagère de livres, je vais pas dire non, c'est pas beau, enlève tout, mets un drapeau LGBT, mais que sais-je, enlève tout. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Donc les Polonais sur ça, ils sont très lucides et en fait, c'est même pas un sujet parce que c'est admis. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas de débat, il y a pas de. Ils sont soumis un peu à. Enfin, soumis. Ils essayent, en tout cas, les GAFAM essayent de projeter leur idéologie voilà, multiculturaliste,
de tuer l'identité, etc. avec des pubs où voilà, ils mettent en Pologne, alors qu'il y a pas du tout de quasiment d'extra-européens, ils mettent des pubs avec des Noirs, des Chinois, etc. Parce qu'en fait, c'est leur agenda. Voilà. Mais les Polonais regardent ça en rigolant. En fait, bon, mais nous, de toute façon, on est Polonais, on s'en fout. Ça, c'est Nike, c'est normal. Nike, c'est une marque américaine, donc pour eux, les Américains, ils sont multiculturels. Et ouais, il y a pas de souci. Mais c'est intéressant parce que ça, vraiment, ce n'est pas un débat en Pologne. Je m'en souviens, quand Sarkozy il nous parlait de faire donc c'était il y a longtemps, de faire voilà un débat sur l'identité française, mais il n'y a pas de débat normalement. Et il devrait pas en avoir. Genre, comme disait le général de Gaulle, voilà, qui est repris aujourd'hui par beaucoup de gens, mais qui est méconnu. Il suffit de lire en fait ses mémoires pour comprendre qui était le général. Et il y a un fameux passage, mais que personne ne cite, où il dit que voilà, la France est un pays de race blanche, certes, qui admet des jaunes, donc les asiatiques, des arabes, des noirs à la marge, en minorité, des gens qui le méritent, mais ces gens-là, ils restent des invités, et surtout, le général précise que on est aussi un pays profondément catholique, chrétien, proche du Christ. Voilà. Donc c'est vrai que ça me fait toujours un peu rire ces questions. Alors, c'est deux sujets que je voudrais aborder avec toi pour les approfondir. Yes. Peut-être qu'on va les faire à l'envers. On va parler d'abord de la foi, parce que la foi en Pologne, elle est très dominante, mais elle n'est pas seulement dominante dans le sens où tu exprimes ta foi à l'église et pas ailleurs, mais elle est dominante dans la vie quotidienne, non? Bien sûr. Bah, en fait, ce qui m'a beaucoup et d'ailleurs ça, comme je t'ai dit, moi j'ai été baptisé en étant adulte. Donc en fait, j'ai été baptisé par l'abbé Raffray, que je salue encore une fois. Oui. J'espère que je pourrai le recroiser bientôt en Pologne lors de l'un de ses voyages. Et en fait, ici, la foi, elle rythme la vie, comme avant elle rythmait la vie en France d'ailleurs. Elle rythme la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire les fêtes religieuses sont vraiment des fêtes religieuses et tout le monde les fête. Vraiment, je crois que même les familles, moi j'ai en tête une famille que je coach, enfin non mes coach, mais voilà, qui sont très, d'ailleurs que c'est la famille la plus à gauche que je connais. Même eux, ils font, c'est les gens que je connais qui vont le moins à l'église, mais même eux, ils respectent ces rites-là. Et en fait, ça rythme la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en Pologne, ça m'a encore plus incité de me rapprocher en fait du Christ et de me faire baptiser et de vraiment rentrer dans la foi, parce qu'en fait, quand vous voyez l'harmonie et l'équilibre et le bonheur en fait qu'une communauté proche du Christ, donc la communauté de l'Église, prodigue dans un État qui est totalement et directement lié à l'Église. D'ailleurs, la Pologne, enfin le roi de la Pologne, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est officiel quoi. Et c'est incroyable. Hein. C'est incroyable à vivre quand vous voyez la Toussaint. Voilà, la dernière fête c'était la Toussaint qu'on allait célébrer avec ma femme. On est allé nous on n'a pas de proches dans les cimetières, mais du coup on est allé dans un cimetière où il y avait beaucoup de soldats, dont des soldats français, pour célébrer voilà des morts valeureux. Et en fait c'est magnifique. C'est au cimetière Wolska. En fait il y a tout sur mes réseaux sociaux, si vous voulez aller voir, j'ai mis une story, un réel, où en fait il y a plein de luminaires sur une petite butte, et ça illumine tout. Il y a une stèle pour les soldats, etc. Enfin, c'est incroyable. Toutes les fêtes religieuses sont au carré comparé en France. Noël, j'en parle même pas. Voilà, la messe de Noël, c'est incroyable avec quand on a notre cierge en main comme ça, c'est vraiment super. Franchement, je suis très content que moi je n'ai pas eu cette vie-là, mais je suis très content que mes enfants et mon fils actuellement, voilà, il va l'avoir. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que toute la culture est basée sur la liturgie où tu vas de fête en fête en fête en fête. C'est ça. Il y a des fêtes même que la plupart des Français, même croyants, ne seraient pas placés dans l'année, comme en Pologne, qui est une très grande fête, le Boże Ciało. Le Boże Ciało, c'est le corps du Christ, le Corpus Christi. Et en Pologne, c'est au mois de juin. En France aussi, mais en France, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Et alors qu'en Pologne, c'est une énorme fête. Et toutes les fêtes religieuses. Le Sacré-Cœur, c'est pareil. Le Pâques, bon, c'est fêté en France, mais Pâques, Noël, la Toussaint. Pâques, ça se dit Wielka Noc en polonais, qui veut dire la grande nuit. C'est ça, exactement. Pareil, le carême. Ici, le carême, c'est vraiment quelque chose. Le carême, c'est la chose que je fais le moins, parce que comme je t'avais dit la dernière fois, moi le carême je le fais 3-4 fois par an. En fait, je le fais bien sûr.
Mais en gros, c'est avec mes préparations, mes combats. En gros, je m'astreins tellement d'un point de vue. C'est pas uniquement la nourriture, c'est aussi le mode de vie. Donc, mais effectivement, ouais, toutes les fêtes ici sont. Mais c'est tellement un bonheur, rien que d'y penser. Toi, ça me rend joyeux. Je pense que ça se voit, tu vois. En gros, Ouais, c'est. ça crée une structure à la vie Ouais, c'est qui ça. est sans arrêt en train d'attendre la prochaine étape. C'est Et ça. sans que ça soit commercial. Parce que, par exemple, ça existe aux États-Unis aussi. On passe d'une fête à l'autre, mais c'est devenu très commercial, tu Bien vois, sûr. dans Non, tous les ici, trucs. c'est. Bon, forcément, voilà, par exemple, proche de Noël, etc. Bah oui, vous allez avoir les décorations de Noël à acheter, le marché de Noël, etc. Mais Ouais. en gros, comment dire, c'est pas pour la Toussaint, ils vont vendre des luminaires, mais c'est pas exacerbé comme. Alors ici, ça se fait Halloween, mais pas tellement, quoi. Tu vois, Ouais. il y a un peu, mais pas tellement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le show business Halloween, quoi. Mais non, les fêtes religieuses, il y a du business entre guillemets autour, mais c'est juste normal. En gros, c'est voilà, on vend les luminons pour la Toussaint, proche de Noël, bah on vend, il y a le marché de Noël, et donc du coup il y a des artisans qui viennent, mais c'est pas du tout exacerbé Mhm. comme on peut le voir voilà aux États-Unis ou que sais-je. Mhm. Ouais, absolument. Ouais. Donc, ça, c'est tout l'aspect de la foi et tel qu'on le voit en permanence. Alors, il y a une autre question qui se pose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas polonais, qui sont de l'extérieur de la Pologne et qui disent que, a priori, les Polonais sont racistes. Mhm. Comment tu réagis par rapport à ça? Oui. Non, je rigole. C'était pour reprendre là. J'avais une vidéo en tête d'un mème de quelqu'un qui lui dit oui, tu es raciste. Dit oui. Mais en fait, pour moi, c'est tu sais, on dit que moi que je suis raciste, fasciste et quel autre colifichet on peut bien me coller. Mais en fait, aujourd'hui, vous savez, l'insulte, elle a de la valeur que par la personne qui la prononce. Donc en fait, Ah, qui sont ces gens qui disent que les Polonais sont racistes? Souvent, c'est des gauchistes, voilà, c'est des politiques ou des gens qui ont peu voyagé et qui ont peu connu d'étrangers en réalité. Parce qu'en fait, si les Polonais sont racistes, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, j'ai vécu en Thaïlande, voilà, j'ai vécu en Pologne, j'ai fait des camps d'entraînement. Il y a qu'aux États-Unis, en Amérique, j'ai pas fait des camps d'entraînement. Bientôt, j'espère l'année prochaine. Donc en fait, je connais, j'ai un panel de nationalités et d'attitudes, parce que souvent les gens, voilà, ils ont les nationalités et les attitudes sont très liées. Et en fait, je peux vous dire que les Polonais sont pas du tout racistes. Par contre, comme j'ai dit, ils ont une conscience, chose qui manque aux Français. Ils ont une conscience, ouais, raciale, conscience ethnique, conscience. Ils ont conscience de leur identité et ils veulent la préserver. Voilà. Donc si effectivement au XXIe siècle vouloir préserver son identité et l'identité, bah voilà, elle est certes culturelle, linguistique, historique, mais elle est aussi voilà ethnique tout simplement. Bah oui effectivement, vous pouvez dire que les Polonais sont racistes, mais eux ils vont pas le prendre comme une excuse. Et d'ailleurs vous savez en fait les Polonais sont tellement fait rabaisser et insulter que en fait pour eux c'est rien du tout tout ça. En fait c'est anecdotique. Parce que quand ils voient aujourd'hui comment, à l'allure où va leur pays, alors il y aura toujours des mauvaises langues pour dire oui, c'est les aides, c'est les aides. Vous savez, on déverse des milliards et des milliards dans certains continents et ça ne produit rien. Alors qu'en Pologne, oui, effectivement, il y a des aides. Ils sont, qu'on appelle ça, ils touchent plus d'argent de l'Europe qu'ils n'en donnent, plus pour longtemps, je pense, vu comment il y a la croissance qui se pointe. Mais en gros, faut voir ce que les Polonais en font. Voilà, les Polonais, c'est des travailleurs. Leur système économique n'est pas parfait, mais il est très bien. Moi, je suis entrepreneur ici et je peux vous dire, je suis très content de payer mes impôts tous les mois, surtout vu les pourcentages auxquels je paie. Ça, c'est pas un paradis fiscal, mais franchement, c'est très honnête. Et surtout, on est toujours content de payer sa taxe, voilà, pour que ça aille. Bah voilà, là où il faut et notamment dans l'armée polonaise et les infrastructures, etc. Bref, mais les Polonais ne sont pas racistes, mais c'est des vrais identitaires, comme la plupart des peuples en dehors de l'Union, enfin de l'Europe. Hein. Voilà, il y a que comme je dis, ça c'est une question d'occidental, ça. Il y a que les blancs hein, pour se poser des questions comme ça. Parce que vous inquiétez pas, vous demandez un Algérien ou alors encore mieux un Émirati. Moi, je vais souvent amener des boxeurs à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et à chaque fois, je suis étonné des conversations que j'ai avec des cheikhs ou voilà, des gens de là-bas. En fait, les gens de là-bas, ils sont plus d'accord avec moi que avec voilà la plupart des autres Français qui sont sur place, qui sont assez à gauche, ou alors qui sont même des extra-européens.
D'ailleurs, j'ai eu des discussions assez incroyables où voilà, je discutais avec un local et à côté, il y avait d'autres Français. Et les Français, ils étaient pas trop contents de ce qu'ils se disaient. Après, ils disaient rien parce que là-bas, c'est eux les chefs. Mais on peut vous dire, voilà, eux, c'est des identitaires 100%. Les Émiratis, Ouais. voilà, ils sont 100%. Parce qu'on dit, oui, Dubaï, c'est multiculturel. Mais non, c'est mono-ethnique. Il y a qu'une seule religion. Vous ne pouvez jamais vous ne pourrez jamais avoir la nationalité des Émirats. Pour vous marier à une femme émirati, je sais même pas si c'est possible. Enfin bref, oui, il y a beaucoup d'invités, mais c'est eux qui tiennent tout de A à Z, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Il y a que les Occidentaux pour se poser des questions comme ça. Est-ce qu'ils sont racistes, sont pas racistes? Non, ils veulent préserver leur culture. Quand ils vont en Italie, ils veulent voir des Italiens. Quand ils vont au Maghreb, ils vont beaucoup au Maroc et en Turquie pour les vacances. Les Polonais, vu que c'est pas cher, ils aiment bien. Égypte aussi. Et ben quand ils vont là-bas, ils sont ravis de partager les cultures sur place, quoi. Mais par contre, quand ils rentrent chez eux, c'est Polska de la Polaków, côtelette srabowej et puis Tovchisko, tu vois, et c'est tout. Mhm. C'est tout. Alors, de toute évidence, pour tous les gens qui sont en train de nous écouter, on peut ressentir que il y a beaucoup de choses que tu aimes bien en Pologne. Rien n'est Bien sûr. parfait, bien sûr, on le sait, mais il y a des choses que tu aimes bien. On te sent rempli de joie quand tu en parles. Et le fait que tu aies un enfant déjà, on pense que tu en auras d'autres, mais qui sont Oui, déjà j'espère. à cheval sur les deux cultures, ça posera des questions sur comment les éduquer réellement dans l'avenir et tout ça. Mais en attendant, si tu devais choisir certains traits de caractère, si on peut parler de traits de caractère d'un pays Mhm. qui existe, quels seraient les premiers traits de caractère que tu vois en Pologne que tu aimerais bien qu'ils soient appliqués en France? Et la deuxième question dans la foulée, c'est comment le faire pour que ça soit accepté, appliqué en France? En fait, moi, ce que j'aime chez les Polonais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, leur loyauté, etc. Je vais pas me répéter. Et en fait, c'est les traits que j'ai évoqués tout à l'heure, j'aimerais les voir aujourd'hui dans les Français. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je connais des Français qui ont ces traits de caractère et je pense que le Français originel d'avant, avant la propagande communiste qu'on se mange sur la tête depuis des dizaines d'années, on l'avait. Voilà, ce nationalisme, ce patriotisme, ce rapport à l'histoire, à nos ancêtres et surtout cette volonté de puissance. Voilà, je ne vais pas faire mon Nietzschéen, mais au moins cette volonté de fonder des foyers, aller dans le futur. Voilà, la France de Gaulle, hein, voilà. En gros, on sort de la guerre, on en veut, quoi. Ça, ouais, c'est ça que je veux voir chez les Français. En gros, c'est cette volonté de vivre et surtout, moi, je dis souvent un truc. De la niaque. Voilà, je dis souvent après un combat, ne cédez pas au nihilisme. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont dans le relativisme permanent. Ceux qui ont nos idées, hein, beaucoup qui sont dans le un peu, ouais, on appelle ça les incels, tu sais, l'incelisme. Voilà, Ouais. toutes les femmes sont des vauriens. Ça vaut pas le coup d'avoir des familles. Ça vaut pas le coup de ci, ça vaut pas le coup de ça. En fait, c'est juste des dépressifs. En France, il y a une consommation d'anxiolytiques qui est titanesque et effrayante d'ailleurs. Mais bon, en gros, voilà, c'est toutes ces qualités que j'ai énoncées des Polonais parce que les Polonais sont pas parfaits, hein, voilà, surtout en voiture. Mais oui, en gros, c'est toutes ces qualités-là que j'aimerais voir chez les Français. Que certains, et d'ailleurs, je suis content parce que de plus en plus ça arrive. En gros, c'est très simple. Il faut abandonner le communisme mental qui est le nivellement par le bas et il faut ramener, de la droite, en fait, tout simplement, des valeurs, du travail et du travail sans se faire voler par l'État, voilà, parce que c'est bien beau de travailler, si c'est pour se faire taxer à je sais pas combien de pourcents, c'est pas normal. Éradiquer le socialisme pour le remplacer par la charité, qui est vraiment le vrai social, c'est la charité. Et ça a toujours existé la charité. Vous voyez, par exemple, moi, je paye plus d'impôts, ou alors à la marge, quand je suis en France, je paye la TVA quand j'achète des choses. Mais moi, je finance les associations que je désire. En fait, je donne mon argent à qui je veux. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, c'est de la liberté en fait que les Français ont besoin. Ils ont besoin de dire non au socialisme et ils ont besoin de dire oui en fait à la liberté, au travail et au Christ. Bien sûr, j'espère. D'ailleurs, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de catholiques en France. C'est quelque chose qui me réjouit énormément et je me dis que même si j'ai une toute petite influence, au moins j'en ai une et je reçois beaucoup de messages
pour des gens qui veulent se convertir, qui veulent aller dans les églises, etc. Bon, malheureusement, des fois, c'est pas bien facile parce que je leur dis d'aller dans l'église de la plus proche de chez eux, mais quand ils parlent au prêtre, on se demande en fait si le prêtre veut encore évangéliser ou pas, quoi. On se demande si c'est encore une mission de l'Église en France de convertir et de mener au baptême des gens, quoi. Donc voilà. Heureusement, moi, je travaille beaucoup avec l'Institut du Bon Pasteur. Enfin, je renvoie beaucoup de gens vers eux. Comme ça, je suis sûr au moins de leur accueil et du désir en fait de ces abbés, de ces prêtres, de ces hommes de foi, de convertir ces gens et de les mener au baptême. Donc voilà, c'est réponse longue, mais pour faire court, voilà, il faut. Elle est bien, mais je vais quand même te pousser davantage parce que Oui. je crois que beaucoup de gens vont être d'accord avec toi. Ce que les gens ne savent pas, c'est comment faire. Donc, je vais te pousser un peu dans une question de pragmatisme. C'est si tu avais certains pouvoirs, je ne sais pas si tu étais élu ou si tu avais une grosse entreprise ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Mais supposons que tu aies certains pouvoirs qui te permettraient de faire certaines choses. Comment est-ce que tu ferais pour que ces aspects culturels dont tu as parlé, davantage de liberté, de travail, de choses comme ça, etc., davantage de foi, tout ça, comment tu ferais pour qu'ils soient intégrés dans la réalité quotidienne française? Alors, en fait, pour moi, c'est très simple ces questions. Mettons que je suis tout puissant en France, je suis le président et que j'ai l'Assemblée avec moi et que j'ai les lobbies avec moi et que voilà. En fait, c'est très simple. Les problèmes de la France, on les connaît. Déjà, c'est le premier qui vient en tête, et qui met très cher, c'est la démographie. Mais en fait, c'est pas que la démographie. La démographie, c'est aussi la vision du foyer, voilà, que les Français ont et la volonté de faire des enfants. Donc déjà, en gros, il faut donner toutes les prédispositions aux gens pour avoir des enfants, ce qui est en train de se faire en Pologne et qui se fait de plus en plus. Donc voilà, il y a divers moyens, exonération de taxes dès que vous avez 2-3 enfants, etc. Bref, ce qui est déjà un peu le cas en France, hein, mais il y a quand même d'autres choses à faire. En plus de ça, amener les gens en fait vers faire de la propagande en fait inverse qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la propagande pro-famille, ramener la famille au centre en fait du débat, ramener les gens aussi vers la foi parce que forcément c'est quelque chose qui mène directement à la famille. Jésus-Christ nous exhorte de fonder des foyers et c'est très bien. Donc il y a ce côté-là, voilà, pour amener la démographie en France et c'est dépasser le seuil de 2,1 enfants par femme, ce qui est pour moi très important parce que rien qu'en réglant ce problème, en réalité, on en réglera beaucoup d'autres hein, concernant l'immigration ou même voilà un peuple dynamique et jeune, c'est un peuple qui fait de la croissance, hein, tout simplement. Donc il y a ça. Après, il y a le côté taxe. Bon, là, j'ai même pas besoin de préciser. De toute manière, c'est quasiment impossible de faire pire que la France. J'ai vu une stat passer par, je crois, c'est Mark Vanguard sur X qui disait en fait qui montrait que j'aime beaucoup ses posts d'ailleurs. Si vous voulez vous abonner à lui, c'est très bien ce qu'il fait. En gros, il montre que la France est aujourd'hui plus taxée que l'ex-URSS, enfin l'URSS. Donc la seule chose qui nous diffère en fait, c'est qu'on a encore la propriété privée, même si voilà, on se demande combien de temps encore. Donc déjà en fait, c'est ramener en fait donner la liberté et le travail aux gens au lieu de leur prendre. Les Français ne se rendent pas compte en fait entre les cotisations patronales et salariales que si en fait ils avaient des taxes normales et que leurs entreprises également avaient des taxes raisonnables, ils gagneraient 2 à 3 fois plus. Ça a coupé de nouveau. Ouais. Hugo, on attend pour que tu reviennes. Tu m'entends? Ça avait coupé. Maintenant, on t'entend. Ouais, oui. Pas de souci. Ouais, je disais en gros ramener les taxes vers des niveaux honnêtes où les gens travailleront réellement pour leur salaire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de 30, 40, 50, 60%. Mais en fait, les gens, vous êtes taxés beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, vous êtes taxés toute votre vie par la TVA, les cotisations sociales, le système de retraite, mais qui n'est pas du tout efficace. Voilà, en gros, suffit de mettre le nez dedans pour se rendre compte que c'est n'importe quoi. Le système de santé qui est en décrépitude totale, voilà, c'est infernal. Alors qu'on a des très bons spécialistes en France. Hein. C'est pas une question de main-d'œuvre, hein, c'est une question de système. Si par exemple les taxes étaient à un niveau beaucoup plus honnête, l'employeur paierait moins de taxes, l'employé en paierait moins et vous verrez votre salaire
minimum doubler, quoi. C'est ça sans impacter l'économie, ça permettrait de consommer plus, voilà, par exemple, d'investir, d'épargner, etc. Plus, bref. Et puis bien sûr, il y a le côté sécuritaire qui est infernal en France. Et là, je vais pas aller plus loin que de dire qu'il nous faut un politique comme Bukele, qui d'ailleurs il a fait, j'ai relié aujourd'hui ou hier. Bukele au Salvador. Hein. Ouais, au Salvador, bien sûr, qui a quasiment éradiqué les homicides et les agressions dans son pays. En fait, quand vous ne protégez plus les brebis, en fait, vous vous voyez être le berger des loups. Donc en fait, vous êtes littéralement, vous donnez la main aux criminels. Et en fait, moi, je l'ai beaucoup vu parce que j'ai été réserviste pendant 5 ans et j'ai vu ces magistrats en fait qui donnaient la main aux criminels et qui les infantilisaient, qui les victimisaient. Et à côté, vous aviez des victimes qui devenaient elles-mêmes criminelles pour avoir en fait c'est honteux, voilà, elles étaient avantagées dans la vie, donc du coup elles méritaient limite ce qui leur arrivait, Ouais. quoi, ce qui est affreux. Et je dirais ça c'est le côté un peu plus pratique, et d'un point de vue philosophique, anthropologique, tout simplement les gens doivent se rapprocher, qui croient ou pas en Dieu, ils doivent se rapprocher des préceptes de Jésus-Christ qui sont fondamentalement ancrés chez les Occidentaux, chez les Blancs, chez les Français encore plus. Hein, on était la fille aînée de l'Église, hein, pour rappel. Et en fait, je pense que les gens doivent se rapprocher du Christ, que ça soit. Moi, je souhaite du Christ dans tous ces aspects, qui deviennent véritablement catholiques, mais pour ceux qui n'ont pas la foi, qui se rapprochent de ces préceptes. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que la France se relèvera d'un point de vue, on va dire, philosophique, spirituel, etc. Il faut redonner en fait aux gens la volonté et la foi en eux-mêmes et dans quelque chose de supérieur pour aller vers l'avant. Et ce qui manque Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible tant qu'on met la laïcité en avant? non. Mais d'ailleurs, moi, je suis contre la laïcité. En fait, avant, je ne posais pas ces questions, mais depuis que je vis dans un État où l'Église, en fait, est liée à l'État, en fait, je me dis, c'est incroyable. C'est très bien comme ça. C'est très bien. L'Église polonaise a ses scandales, hein. Il faut pas le leurrer, se leurrer, pardon. Mais comme toute institution, hein, voilà. Bon, c'est très lié à l'argent ici. C'était pas du tout ce que tu sais. Nous, il y a eu ce passage où voilà, on parlait de la pédophilie au sein de l'Église. Non, c'était pas du tout ça. En Pologne, c'était très basé sur l'argent, voilà, des affaires de corruption, etc. Mais en gros, pour moi, il y a tellement plus d'avantages en fait que de désavantages, rien que d'un point de vue, juste si vous êtes religieux, l'entretien des églises, la construction des églises, des basiliques et même des cathédrales. Voilà, en Pologne, ils se construisent encore des édifices comme ça. Et en fait, quand je vois tous ces bienfaits d'avoir l'église en fait qui est liée à l'État, et surtout en fait, ça permet d'affermir l'identité des Français et des Françaises. Ça permettrait en tout cas, si l'église était liée à l'État. Donc c'est quelque chose, je suis très très pour. Et concernant les autres religions, c'est comme moi en fait j'ai une vision polonaise sur la question, c'est-à-dire il y a d'autres religions en Pologne, mais elles sont minoritaires, respectées, elles sont respectées, il n'y a aucun problème, minoritaires, mais elles sont soumises au catholicisme, comme ça l'est aux Émirats, par exemple. Aux Émirats, exactement pareil. Moi je suis allé prier dans une petite église. Les gens étaient très bienveillants avec moi et c'était parfait comme ça. C'est comme ça que ça doit être. L'islam là-bas était majoritaire, et je respecte l'islam en ces terres, c'est normal. C'est comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont foncièrement communistes ou très de gauche ou très laïques en Pologne et qui ont des réactions anti-religion en Pologne? Ouais, exactement. Et ça s'appelle Lewica. Et ils sont La gauche. Ouais. la gauche. Et alors je sais pas, faut demander aux internautes de vérifier. Je crois ils sont moins de 5% en Pologne. Ils sont vraiment microscopiques. En tout cas 10% sûr et certain, et je pense que ça se rapproche des 5%. Donc oui, effectivement, il y a ces gens-là. C'est une minorité. Alors honnêtement, tout de suite là, et je dis en toute franchise, je n'en connais pas une seule. Moi-même personnellement, hein. Et pourtant je suis à Varsovie, donc c'est quand même la ville la plus voilà, progressiste entre guillemets. La seule personne, Carole, je veux dire son nom, voilà, tout simplement, que je connais, mais qui n'est pas du tout dans cette vision anti-religieuse. Il est juste, voilà, lui il est athée.
Mais il a conscience que la religion catholique et chrétienne, elle apporte beaucoup de bonnes choses en Pologne. Mais voilà, c'est la seule personne, tout de suite en tout cas, à qui je pense, voilà, pour ce côté un peu anti-religieux, même si Carole n'est pas, il est plus anti, voilà, lui il est plus anti-islam, anti-judaïsme, anti tout sauf le catholicisme. Et le catholicisme, il est critique, mais il n'est pas anti. Voilà. Mhm. C'est la seule personne que je connais qui est comme ça. Mhm. D'accord, ok. Donc, Mais il y en a. Hein. on est très très loin de la France Oui. et surtout d'une droite française où dans la droite française, il y a énormément d'athées En fait, et de gens qui soutiennent l'avortement. Alors qu'en bien Pologne, sûr. En Pologne, c'est pareil en fait. Il y en a qui soutiennent l'avortement en Pologne parce qu'il y a eu une sorte, surtout il y a 5 ans. Maintenant, on entend quasiment plus parler. En fait, il y a 5 ans, c'était vraiment un mouvement incroyable. C'était cet éclair rouge là. Je sais pas si tu te souviens, je me souviens même ouais, plus comment ça s'appelait. C'était un mouvement féministe et ça faisait énormément de bruit. Alors, faut savoir une chose, c'est que la plupart des gens, ils demandaient juste, en fait, à ce que l'avortement soit légal en cas je crois, que c'était viol, etc. Voilà, il y avait une grosse partie, c'était des gens comme ça. Puis il y avait une autre partie, c'était, en fait, ils voulaient un IVG libre. Pas certains, c'était à partir de telle semaine. Enfin bref, tous ces débats, selon moi, un peu stériles et anecdotiques, parce que ça n'enlève pas le fait initial qui est d'enlever la vie, tout simplement. Et en fait, oui, il y a eu ce débat. Maintenant, moi, j'en entends quasiment plus parler. Honnêtement, en fait, les Polonais, c'est des pragmatiques et comme je leur disais quand je suis arrivé ici, vous avez tellement pas de problème que c'était la seule chose sur laquelle vous pouviez discuter. Donc du coup, c'était là-dessus que ça discutait. Mais oui, il y a des anti-avortements, faut pas se leurrer. Beaucoup sont sur voilà, donc parce qu'en Pologne il y a l'avortement, mais en cas de force médicale majeure. Donc si la mère en gros elle est proche de la mort, voilà, tout simplement, ce qui est pour moi est normal. Mais à ce moment-là, en fait, c'est pas un droit. C'est comme la chimiothérapie. C'est pas un ouais. droit, c'est un traitement médical en fait. Voilà, c'est tout simplement. Mhm. Pour pas dire de conneries, parce que je ne suis pas 100% sûr au niveau du statut en cas de viol, de pédophilie, etc. Je ne sais plus l'IVG dans ces cas-là. Mais voilà, non, effectivement, l'IVG en Pologne, c'est quelque chose d'interdit de manière générale. Je dirais que c'est un des sujets où quand même c'est plus de 5-10%, il y a des Polonais qui sont en désaccord, ça c'est sûr, mais quand même une majorité sont contre. Hein. Voilà, faut pas se leurrer, ils sont contre parce qu'ils ont d'ailleurs c'est marrant de voir ces bus, enfin, c'est pas marrant, mais c'est marrant de voir comment les gauchistes réagissent. Ces bus anti-avortement se balader dans Varsovie, payés par le PiS ou même des millionnaires catholiques polonais, où en fait il y a les vraies images de l'avortement. Parce que vous savez, en gros, les gens, ils parlent, c'est comme la guerre et les sports de combat. Les gens, ils en parlent sans jamais avoir pris un coup de poing dans leur tête. Ou Mhm. alors avoir tiré avec une arme ou être dans un échange de feu. En gros, les gens, ils en parlent, ils parlent de l'avortement comme si c'était John, un petit café, un petit avortement, voilà, tout va bien se passer. Non, alors pour ceux qui ne savent pas, je vous enjoins, si vous voulez passer un très mauvais moment, mais peut-être révélateur, de regarder ce que c'est un IVG réellement dans les termes techniques, ce que vous faites subir en fait à un être humain, voilà, plus ou moins évolué. Parce que ça, c'est le grand argument des gauchistes de dire que c'est juste un amas de cellules ou de que sais-je, ou que bref, voilà. Et en fait, moi, qu'une chose à vous dire, c'est que toutes ces femmes qui font la pub de l'avortement ou comme quoi c'est quelque chose, c'est un droit, c'est fondamental, c'est votre droit, mais le droit de vivre, de l'être humain qui est en votre sein, il est aussi un droit. Voilà. Lui, il a rien demandé, il veut vivre. Et en fait, si c'est votre opinion de se faire de démantibuler, parce que c'est littéralement ça. En fait, vous détachez, vous Ouais. aspirez des morceaux en fait de fœtus et d'êtres humains. Et donc c'est de la boucherie, hein, littéralement. C'est pas parce que le fœtus est mou, d'accord, et que c'est moins dur, moins sensible, etc., que ça n'en reste pas moins une boucherie, hein, voilà, tout simplement. Parce que c'est une boucherie. Hein. Alors moi, j'ai quasiment tout le temps été très avant, j'étais voilà, l'avortement, ça me plaisait pas. Très rapidement, j'ai été contre, mais depuis que je suis allé voir, d'ailleurs, on a vu ça avec ma femme, quelle horreur, Mhm. ce que c'était vraiment que l'avortement, avec les images, hein, tout simplement, parce qu'elles sont trouvables sur Internet, je peux vous dire que ça en calmerait plus Ouais. d'une personne.
Voilà. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Il y avait un film qui était un film par ultrason, où quand on voyait l'engin pour aspirer, l'enfant qui pénétrait, on voyait l'enfant qui reculait avec les mains qui ouvraient la bouche, comme s'il criait au secours. Et ce film, moi je l'ai vu en 85, donc ça fait un bout de temps déjà, tu vois. Mhm. Et il s'appelait Le cri silencieux. Horrible. Et Bah, c'est horrible pour les tu veux me enfants. foutre le cafard, tu me fais regarder ça, je mets une semaine à m'en remettre. Je te Ouais, jure. C'est ouais, horrible. ouais, Vraiment, c'est. Puis tu vois, là, moi, maintenant, je suis père. Toi aussi, t'es père. En gros, c'est ouais. horrible. Moi il va avoir 1 an, mon petit Louis. C'est horrible. Là, je le regarde, je me dis, c'est horrible. Et tout ça, on va parler, on va dire les termes, hein. 90% des avortements, c'est des avortements de confort. C'est-à-dire Ouais, que monsieur et madame n'ont pas su réfréner leur pulsion sexuelle et que, en fait, un coït et une jouissance vaut plus que la vie d'un être humain. C'est ouais. incroyable. Et en fait, c'est ça, pour revenir tout à l'heure sur les changements pour se ramener avec une société plus droite, bah ça c'est un changement. En fait, il faut changer de paradigme parce que quand une société admet en majorité, quand même, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont pour, bah que ça justifie donc le plaisir, la passion, le coït, ce que vous voulez, ça justifie le meurtre d'un enfant innocent. Voilà, en plus. Un innocent, je veux dire, il n'y a pas plus innocent qu'un bambin, un bébé. C'est innocent totalement, quoi. Il Mhm. vient de naître sur Terre. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ouais, Et ouais. quand j'y pense, et ça, c'est vrai que c'est grâce à la Pologne et à cette vie religieuse que j'ai ici maintenant que je m'en rends compte, en fait. C'est que c'est horrible. En fait, Et c'est possible de penser différemment parce que en Mhm. France, même les partis de droite sont Bien sûr, très pro-IVG, etc. bien sûr. Moi, j'aime toujours dire, ça semble être une tournure, mais si on y réfléchit, c'est un sens. Je dis, est-ce que vous avez remarqué que tous les gens qui sont en faveur de l'avortement sont déjà nés? Sondé, Sont déjà nés. t'es jamais, bien sûr. Mais Ouais. bien sûr. Alors, ça semble être tout bête, mais eux, ils sont là. Et là, ils sont en train de prendre le choix, de faire un choix pour ceux qui ne sont pas encore nés Bien et sûr. de leur enlever ça. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que je disais, en fait, c'est profondément nihiliste. Ouais. Le privilégier, en fait, le plaisir éphémère, voilà, j'adore faire l'amour comme la plupart des êtres humains. Mais en Ouais. gros, privilégier ça sur la vie, moi, je préférerais être interdit ou incapable de faire l'amour toute ma vie, mais d'avoir 4 5 enfants. Pour Ouais. moi, le choix n'est même pas. Tout de suite, je choisirais. J'ai les enfants. Mhm. Ce n'est même Mhm. pas. C'est même pas une question en fait. Et quand vous privilégiez la passion, voilà, le sexe sur la vie, en fait, il y a un gros problème de mentalité. Il y a un gros problème voilà, Ouais. c'est très profond en fait. Vraiment, C'est très rafraîchissant d'entendre quelqu'un comme toi, etc. De nouveau, pour revenir à comment est-ce qu'on pourrait greffer ce genre de mentalité en France, est-ce que tu penses qu'à terme, ça viendra de certains leaders qui vont venir, qui vont mettre ça en avant, ou est-ce que ça viendra de certains mouvements? Est-ce que ces mouvements seront politiques? Est-ce qu'ils seront culturels? Est-ce qu'ils seront religieux? Est-ce que ça va passer par les partis actuels? Et la question est complètement ouverte. Tu peux y aller dans le sens dans lequel tu veux. Pour moi, il faut attaquer le serpent par la tête et la queue. C'est-à-dire, en gros, moi, à mon niveau, par exemple, c'est ce que j'essaye de faire et je le dis souvent en interview. J'essaye d'être en fait le mentor que moi j'ai eu. Moi, j'ai eu des mentors dans ma vie, j'ai eu des gens sur lesquels j'ai pris exemple. Et moi, à mon niveau, j'essaye d'être un exemple. Alors, je rassure tout le monde, je suis un pêcheur, je suis loin d'être parfait, mais en tout cas, j'essaye de montrer la meilleure image et moi-même de l'incarner, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que je fais semblant d'être ce que je suis ou que c'est une sorte de technique marketing. Alors je dois l'avouer, ça marche très bien pour moi d'un point de vue voilà croissance sur les réseaux sociaux, etc. Mais tant mieux, c'est peut-être en fait le Christ qui me donne toute cette force parce qu'en fait le combat est juste. Mais non, oui, je pense vraiment tout ce que je dis et je pense qu'il faut des gens comme moi. Donc là, c'est plus vers la queue, hein, la queue du serpent.
je ne me prétends pas être un grand. Et en fait, donc c'est convertir les masses tout simplement. Voilà, c'est convaincre les masses, montrer l'exemple aux masses, montrer en fait qu'on n'est pas obligé de vivre dans le nihilisme et la décadence totale et qu'on peut avoir des belles vies droites. Et il faut également qu'il y ait des leaders qui reprennent tout ce qu'on dit. En fait, pour moi, moi, tu sais, je suis un éternel optimiste et je suis un général dans l'arme, un tacticien dans l'âme, pardon. En fait, pour moi, c'est pas une question, ouais, faut être le plus fort, ou alors faut faire que ci, il y a que ci qui marche, etc. Moi, je fais ce qui marche. D'ailleurs, quand vous boxez, vous devez, comme on dit souvent, quand vous êtes face à un bagarreur, faut le boxer. Et quand vous êtes face à quelqu'un de très endurant, il faut le coller, d'accord? Il faut l'empêcher très rapide, endurant, il faut le coller, etc. Mais en fait, c'est de la tactique. Et pour moi, il faut à la fois qu'on ait des leaders forts qui aient cette parole-là, comme en Pologne. Il faut à la fois qu'il y ait des gens dans la société qui aient ce type de message. Donc moi, par exemple, à mon petit niveau, je suis une sorte d'influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut que j'essaye d'influencer. Être influenceur, c'est pas juste faire des pubs pour gagner de l'argent. D'ailleurs, bon, je m'en vois refuser beaucoup de par ce que je dis, mais moi, je m'en fous parce que ce combat, pour moi, vaut tous les milliers de dollars, possibles et imaginables. Donc en gros, c'est à tous les niveaux qu'il faut, mais moi, je suis... ça, c'est Baptiste Marchais, il en parle beaucoup. Il faut changer l'être humain avant tout. Il faut pas attendre une réponse politique, même si il faut pas avoir peur de voter pour les gens qui représentent nos idées, si tant est qu'il y en ait. J'avoue que la scène politique française, c'est pas la meilleure qui soit, mais entre guillemets, quand même, voilà, il faut voter dans la direction où qu'on pense être la mieux, mais il faut changer l'homme avant tout, parce que c'est comme on change. Voilà, l'arbre il pourrit souvent par les racines, hein, et si les racines sont bonnes, l'arbre perdure, mais si c'est l'inverse, il crève, quoi. Donc c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ouais. Très intéressant. Donc, mais tu restes optimiste par rapport à la France. Ah oui, mais moi je suis un éternel optimiste parce qu'en fait je vais redire ce que j'ai dit sur Frontières. D'ailleurs, sur Frontières, j'étais très fatigué parce que c'était 2 jours après mon combat et j'ai dit qu'il y avait que 10 apôtres. Donc après, j'ai regardé l'extrait, j'ai fait, catastrophe. Et puis en plus, j'avais les yeux un peu gonflés parce que j'étais un peu, bref, c'était pas un highlight de ma part. Bon, ouais, c'est pas grave. En fait, c'est Jean-Paul II, il a dit que il faut être prêt à faire comme Jésus, c'est-à-dire revenir avec Jésus et ses apôtres. Donc voilà, un début honorable et assez restreint. Et regardez aujourd'hui où le catholicisme en est, avec plus de 1 milliard de croyants, etc. Donc du coup, moi j'ai la même mentalité, c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui des véritables Français qui ont une bonne mentalité, etc., il y en a moins qu'avant. Mais déjà, il y en a beaucoup, je pense, honnêtement. Et en fait, même si on est réduit à que quelques millions, moi, je préfère, en gros, bon, je suis pas un partisan de la guerre civile ou de que sais-je, voilà. Je ne le nie pas que ça peut partir un peu dans ce sens-là, mais je le souhaite pas en tout cas, et je l'espère pas, et je pense pas qu'on y ira. Bon, bref. Et mais en fait, je me dis que peu importe en fait que dans quel sens va aller l'histoire. Tout comme les Polonais, il y aura toujours des Français qui vont exister et qui vont perdurer. L'État français, là, j'ai beaucoup moins d'espérance, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'État français, il est rempli de politiciens qui n'ont aucune vision. Il n'y a aucun homme politique, voilà, tout simplement, qui a les épaules. Je parle des gens élus actuellement. Hein. En gros, c'est que des gens qui sont là dans leur propre intérêt, qui ont une vision court-termiste des choses, qui surtout n'ont aucune on va dire verticalité, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour les Français ou l'État ou même la France, ils font ça pour eux-mêmes, pour leur propre gloire, confort. C'est une sorte de petite caste voilà d'aristocrates, mais avant les aristocrates au moins ils avaient la France au cœur. Mais non, c'est que une histoire de pognon, d'influence, de lobby et d'idéologie malsaine. Donc oui, moi je suis très positif. Parce que c'est le message que je dis aux gens, c'est en fait faites du communautarisme, mais dans le bon sens du terme, voilà, en aucun cas sectaire. C'est rassemblez-vous avec des gens qui ont vos valeurs. N'écoutez pas voilà le discours nihiliste du moment. Soyez fiers de qui vous êtes. Allez à l'église le dimanche. Et rassemblez-vous, vivez comme des vrais Français, faites des enfants. Et en fait, c'est le meilleur moyen de lutter.
Voilà, faites du fric autant que vous pouvez en France. Éduquez vos enfants pour pouvoir pour subvenir aux besoins de votre famille. Faites beaucoup d'enfants et élevez-les avec vos valeurs. Et c'est comme ça que la France, elle se relèvera. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je parle tout le temps de faire des enfants, parce que c'est le plus important. D'accord. Alors, question peut-être un peu plus complexe, mais je constate qu'aujourd'hui, quand je parle avec pas mal de Français qui ont ce que moi j'appellerais une analyse assez saine de la situation en France, et ils comprennent qu'il faut changer des choses, je te parle à toi, Hugo, qui est en Pologne. Je parle à Raphaël Besliou, qui est en Bulgarie. Je parle avec Baptiste Marché, qui est en Amérique, au Texas. Je parle avec Le Guise, qui est en Colombie. Donc, il semblerait que énormément, pas tous de nouveau, hein, heureusement, mais énormément de Français qui sont en train d'approfondir leur analyse et de prendre position sur une chose, se retrouvent à l'étranger. Est-ce que c'est tout simplement un concours de circonstances ou est-ce que c'est inévitable pendant un certain temps où il faut s'expatrier, aller en exil pour revenir en force? Parce que finalement, c'est un peu l'histoire de la France. De Gaulle était en exil en Grande-Bretagne. On va lancer notre Victor radio Hugo était en exil. avec Baptiste. Voilà, Alexandre Dumas était en Belgique. Mais partout où on analyse des gens, ils sont partis ailleurs pour reprendre des forces et pour revenir, etc. C'est un peu comme nul n'est prophète en son pays. Et on a besoin d'aller ailleurs. Pourquoi? Pour se ressourcer, pour faire autre chose. Je suis ouvert à toutes les explications que tu puisses donner. Alors déjà, moi je connais énormément. Bon, là où je connais le plus de Français, c'est en France forcément. Hein, voilà, Ouais. c'est logique. Et je connais énormément, même la plupart en fait de mon cercle, parce que aussi je me suis éloigné des gens qui étaient pas comme ça. C'est des braves, c'est des gens. Tout ce que je décris et de la manière dont je vis et dont je pense suivi, c'est des gens qui vivent sous ces codes-là, qui ont des familles, etc. Donc déjà, premièrement, il y a beaucoup de Français qui ont ces valeurs-là en France. Et deuxièmement, sur la team des expatriés, là, des migrants, voilà, parce que ils adorent les gauchistes dire que je suis qu'un migrant. Moi, j'accepte tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en fait, déjà, première chose, c'est très important, nul n'est prophète en son pays. Effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être qui on est à l'étranger, surtout dans des pays où il y a la liberté d'expression totale. Ce qui n'est pas le cas en Pologne, mais quand même, on est très libre sur ce qu'on dit, notamment pour taper sur la République française. Ça, en Pologne, tu es très libre sur ça, il n'y a pas de souci. Mais déjà, il y a cette partie-là. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un concours de circonstances, faut pas le nier. Moi, tu m'aurais dit il y a 5-6 ans, Hugo, tu vas vivre à l'étranger, je t'aurais regardé comme ça. Moi, vivre à l'étranger, parce que moi, j'ai jamais pensé à vivre à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger, mais c'était pour le sport. Là, je savais que je voulais pas vivre en Asie, quoi. C'était pour l'aventure. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a ce concours de circonstances-là. Et la dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est la France, c'est la terre ou c'est les Français. C'est ça, en fait, pour moi, c'est les deux. Mais c'est notamment les Français. D'ailleurs, moi, je dis souvent, je me bats pour les Français et non pas pour la France. Que bon, la France aujourd'hui, voilà, c'est pas la France historique, bien sûr, sans hésiter, mais la France, la République française actuelle, non, pas du tout. Je me bats pas pour elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle me le rend bien, hein, que je suis totalement invisibilisé des médias, des mainstream. Mais pour moi, c'est comme quand on me traite de raciste ou de fasciste. C'est des médailles que j'accumule qui prouvent en fait que je ne fais pas partie de leur monde et que je ne veux pas en faire partie d'ailleurs. Mais voilà, en gros, moi, j'ai pas besoin de carte d'identité. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis français. Je serai français jusqu'à la mort. Tout le monde le sait et c'est comme ça en fait. C'est ça le plus important. Peu importe où vous vous trouvez. Et là, je parle aux gens qui ne vivent plus en France et même aux gens qui vivent en France et qui peuvent critiquer un peu les gens qui comme si on s'était enfui. Moi, toute ma vie, je me suis battu pour la France. Que je sois connu ou pas, hein. Quand j'étais sportif, je me battais déjà pour la France. Quand j'étais réserviste, je me battais pour la France. J'ai toujours eu le même discours. Maintenant qu'il y a la lumière ou avant, quand elle était pas là, j'ai toujours été pareil. Et en fait, c'est un combat
savez, la France et les Français, ils ont dominé le monde à plusieurs moments de l'histoire. Est-ce que vous pensez que nos ancêtres se disaient, oh là là, je mets un pas en dehors de la Francie, suis-je français? Que fais-je? Est-ce que je vais aller à Jérusalem libérer le tombeau du Christ? Est-ce que je vais aller coloniser à droite ou à gauche? Est-ce que je vais aller faire telle guerre, telle... Non, ils se posaient pas des questions parce que c'est des conquérants et c'était pas des victimes. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est ce discours-là que je donne aux gens, c'est que vous êtes français, peu importe où vous êtes. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'exhorte pas du tout tous les Français de partir de France? Et puis entre nous, je dis la vérité, je suis au moins 30-40% du temps en France, parce qu'en fait, c'est qu'à 2 heures, la Pologne et la France. Je prends énormément d'avions, et surtout ma femme aussi pour voir se passer du temps avec sa famille. Là, tout le mois de décembre, je vais passer 20 jours loin de ma famille uniquement pour donner des séminaires, voilà, et faire rencontrer des gens, etc. Et surtout redonner du savoir aux Français. Et moi, j'ai eu des propositions. Je vais aussi en donner un peu en Suisse, mais j'ai eu des propositions en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Italie et en Pologne pour faire des stages. Mais c'est la France et un peu la Suisse que j'ai choisi. J'aurais pu choisir autre chose, tu vois. En fait, comment dire, c'est toujours marrant de voir de qui en fait vient les critiques à ce niveau-là, parce que souvent c'est des voilà, tu sais, c'est des anonymes sur internet sous pseudonyme, et en fait tu sais très bien que les gens ils sont en train de te critiquer, et ils sont en train de manger leurs chips comme ça là, alors que toi, me battre pour les Français et la France, honorer mes ancêtres et me battre pour le Christ, c'est un sacerdoce, c'est toute ma vie. Ah, et ça jusqu'à ma mort. Donc, peu importe où je serai, ça changera pas beaucoup pour ma mission, quoi. Ça sera comme D'accord. ça. Pour aider toutes les personnes qui cherchent à aller dans le bon sens, etc., est-ce que toi, tu peux suggérer des films ou des livres qui t'ont beaucoup inspiré? Bah déjà, tout simplement, le catéchisme pour adultes, la Bible, voilà, je pense que c'est un bon départ. Les vidéos de l'abbé Laguérie, donc ça c'est pour le côté spirituel bien sûr. C'est donc les vidéos de l'abbé Laguérie, en fait c'est un catéchisme pour adultes, je crois il y a 27 vidéos, quelque chose du genre. Donc c'est très bien. Aller à l'église également, parler avec d'autres catholiques chrétiens, ça je vous conseille. En film, alors moi je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, j'adore le Seigneur des Anneaux. J'ai lu les livres, j'ai vu les films. D'ailleurs, c'est une œuvre autrement christique. Hein. Tolkien était un fervent catholique. Donc c'est vraiment, j'adore tout le Seigneur des Anneaux, que ce soit les films ou les livres. Là, tout de suite, en tête, j'ai Kingdom of Heaven. Bon, il y a c'est un film où il y a pas Leonardo DiCaprio, celui qui joue Legolas, mais j'ai oublié son nom, là, qui est le héros principal, Balian. Il y a des faussetés historiques, mais quand même l'image du film est quand même pas mal. On y voit Baudouin, voilà, le roi Baudouin pendant les croisades, le lépreux, qui était un homme voilà extraordinaire, un peu comme Saint Louis. C'est deux rois que j'ai beaucoup respectés, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce j'ai d'autre en tête en livre, en livre. Bah les livres un peu actuels, par exemple le dernier livre de Julien, moi je le trouve très bien, très synthétique. C'est un sujet qui est peu abordé en France. Il y a beaucoup d'auteurs américains comme Jared Taylor ou Richard Lynn qui abordent des sujets sur la génétique ou alors le dysgénisme. Il y a Dutton également. Mais c'est des auteurs moins connus quand même en France. Donc je dirais que Julien Rochdy c'est très bien, même si les auteurs précédents que j'ai abordés peuvent être lus. Et ensuite, je dirais un peu tous les classiques de la littérature française. Mais là, c'est plus pour que vous ayez conscience en fait de qui nous sommes. Voilà, ça fait toujours plaisir de relire du Balzac ou de relire voilà même Victor Hugo, hein, relire Les Misérables. Hein, c'est toujours des ouais en fait pour se rendre compte de qui on est, c'est toujours bon de qui est notre peuple en fait de voir un peu d'un point de vue littéraire voilà ce qu'on a pu écrire quoi. Bon même si dans Les Misérables il y a quand même beaucoup de voilà Victor Hugo c'était pas non plus l'homme le plus à droite du monde mais c'est quand même ça reste des beaux livres quand même. D'un plus politique j'ai oublié son nom mais c'est j'ai oublié. Bah, je suis désolé, j'ai oublié. Je te le redirai après. Peut-être on pourra le rajouter. Mais là, c'est le sentier des. Ah là là. Le Sentier de la Gloire? Non, 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 non.
Bah, j'ai oublié. Bah, c'est de ma Parce que faute. c'était un film de Oui, c'est Kubrick. un film, ouais. Mais ça, là, c'est plus un livre que j'ai en tête, mais j'ai oublié le nom et l'auteur d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre pour en lecture? Hmm. Ouais, je pense que c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. En fait, moi, je suis très quelqu'un. Bon, tu vois, pas atypique. Le Seigneur des Anneaux, c'est un livre. C'est Ouais. des livres en fait qui sont très basés sur les valeurs, voilà, sur les personnages héroïques, etc. Bah, Donc je c'est dirais, très christique dans ah les oui, exemples. Ouais. bah, Frodon, voilà, c'est pas Tartampion quoi. Non, Oui, et le symbolisme de l'anneau pour les dominer tous, c'est le diable et exactement. tout ça, quoi. C'est bon, ouais. C'est ça. Mais ouais, Euh, je pense que là maintenant, c'est ce que j'ai en tête. Relire les classiques de la littérature française, bien sûr, euh, avoir un enseignement catholique de base, hein, parce que le catéchisme pour adultes, c'est quelque chose de très basique. mhm. Et lire un peu les livres actuels qui se font dans la droite, bah, Julien Rochdy, et surtout pas avoir peur d'aller chercher vers d'autres auteurs américains, donc ceux que j'ai cités, Dutton, Mhm. Richard Lynn et Jared Taylor. Donc je pense que c'est des auteurs qui sont très intéressants. Et voilà. Ouais, et en film, assis peut-être en film, j'ai parlé de Seigneur des Anneaux, Kingdom of Heaven. Est-ce qu'il y en a un autre qui me vient en tête là? Hmm, non, non, je pense à des westerns parce que j'adore les westerns, mais bon, bah pareil, c'est des bonnes valeurs, mais bon, c'est plus américain. Oui, mais on peut également, etc. Moi, j'aime beaucoup Mel Gibson et tous ses films à lui. Ah bah oui, ah bah, ouais, bah, faut voir La Passion du Christ. Je suis Ouais, bien bête. sûr. Ouais, franchement incroyable. Ouais, pareil, hein. Ce film, je l'ai vu que 2 fois, mais j'arrive pas à le re-regarder. Il me fait trop du mal à chaque Ah oui, fois. oui, oui, Ah oui, il est horrible. c'est très dur, oui. Mais Mhm. c'est dur. Enfin, en fait, d'ailleurs, j'aime d'autres films ça me fait penser à L'Arme Fatale aussi, tu sais, quand il joue le flic, là. J'adore ces films, il me fait beaucoup rire là-dedans. Bon, c'est un autre registre, hein, mais ouais, La Passion du Christ, c'est super. D'ailleurs, je Mhm. crois il va sortir un autre film sur le Christ bientôt, Mel La Gibson. résurrection, oui, La la passion du Résurrection. Christ, la résurrection, oui. Mhm. Super. Bah, c'est incroyable, hein. Et Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que j'ai pas vu le film, mais il y a eu un film sur le Christ qui est sorti en France, qui a fait pas mal de sorties là, mais qui a été un peu boycotté par les médias mainstream. C'est Le Sacré-Cœur de Jésus, non? Le Sacré-Cœur, oui. Moi, je ne l'ai Le pas vu Sacré- non plus. Et j'ai des amis chrétiens, très chrétiens, Oui. qui l'ont vu et qui étaient un peu déçus. Ils disaient que Ah c'était pas un d'accord. grand film. Ouais, c'était Ok. pas. Bon bah je sais pas, faudrait que je le regarde, mais bon c'est vrai qu'en Pologne on n'y a pas accès, donc du coup. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ben, de toute façon, en Pologne, la foi est partout. Tu rentres dans les maisons, etc. Il y a la fameuse image du Christ avec le cœur et puis des rayons qui partent de là. Et Bien c'est sûr, marqué hein. partout Jezu ufam tobie. D'ailleurs moi j'ai un drapeau, bah là vous voyez là c'est la carte des croisades de Colin Simon, un de mes Ah, sponsors, et j'ai un de ces drapeaux et j'ai combattu avec mon premier combat au KSW, et c'était le drapeau de la France avec le Sacré-Cœur de Jésus d'ailleurs dessus. d'accord. Euh, Ah ben c'est là où je voulais te poser une question ouais. là-dessus. Est-ce que dans l'association de MMA dans laquelle tu participes, celle qui organise les combats, etc., est-ce que tu as déjà eu des pressions par rapport à tes points de vue politiques ou religieux, etc.? Tu veux me mettre dans la merde là? Non, je te pose une question. Écoute, non, Ah non non. entre nous, Hugo, si tu veux pas Oui. répondre, je comprends, mais Non, je vais répondre, je vais répondre. ah, Euh, ça a figé. Je vous assure que c'est pas nous qui avons figé. Il va revenir rapidement, Hugo, je pense. c'est bon, tu me vois? Ça avait figé. Ouais, Vas-y. super, pas de souci. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je continue à t'entendre. Donc l'image doit se couper, mais je t'entends toujours, tu vois. Ah Euh, d'accord, ok. enfin, bref. Mais oui, non, alors. Du côté du KSW, entreprise polonaise, bon, je pense, c'est du 70-30, c'est-à-dire il y a 70% du bureau du KSW qui sont d'accord avec moi et qui s'en foutent. Au contraire, ils voient que ça fait c'est une entreprise commerciale, donc ils voient en fait que ça fait des vues, des likes. Moi, j'ai pris quasiment 35 000 abonnés en moins d'un an, en 6 mois quasiment. Non, un peu plus un an, ouais, on va dire.
Donc du coup, ils sont très contents sur cet aspect-là. Hein. Mais il y en a 30%, c'est pas des gens de gauche, mais ils sont un peu plus voilà, bien pensants et ça les dérange. Mais grosso modo, il y a aucun problème, quoi. Après, en France, ça c'est un autre domaine. Il y a énormément de combattants en off qui sont d'accord avec moi et qui me le disent. Bon là, pour respecter, voilà, c'est le privé. Je dirais pas qui, Bien mais il y sûr a qu'il ne faut pas énormément. les trahir. Voilà, C'est comme ce qui se voilà. passe à Hollywood où on ne parle pas de ceux qui. Je peux pas, voilà, mais en gros, il y a énormément de gens qui me like et qui me suivent et qui m'envoient des messages en mode t'as raison, etc. Mais eux, ils ont peur parce que je les comprends, parce qu'en France, s'ils disent ce que moi je dis, ils vont avoir beaucoup de problèmes, quoi, tu vois. Donc, voilà, il y a aussi énormément de gens qui sont contre moi, pour moi à tort, parce que pour moi, j'ai un message de paix, en réalité. Hein. Moi, j'ai de la haine envers personne, j'ai que de l'amour pour les miens. Et d'ailleurs, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Je veux pas faire le coup de j'ai des potes, j'ai un pote noir, j'ai un pote arabe, mais c'est la vérité. Moi, en réalité, toutes les ethnies et les religions me respectent parce qu'en fait, je me respecte moi-même. Et en fait, c'est ça que ces gens ils comprennent pas, c'est que dans ce monde, en fait, on respecte que les gens qui ont de l'honneur et qui sont fiers de qui ils sont Mhm. et de qui ils représentent surtout. Donc, en fait, moi, je suis très respecté et apprécié par énormément de personnes. En France, je dirais les officiels, les médias français, contrario des médias polonais qui eux m'adorent, mais les médias français en gros, je suis complètement blacklisté des médias officiels, RMC Sport, BFM, etc. Je pense qu'un jour, je passerai sur CNews, vu que passe sur Frontières, etc. Il faudra que je sois un peu plus gros, quoi. Mais ouais, non, effectivement, je suis totalement boycotté par ces gens-là. RMC Sport, en fait, ils sont partenaires du KSW, donc pour le KSW en France, et ils sont censés faire la promotion en fait des combattants français. Mais vu qu'en gros c'est des gauchistes, ils me cancellent et ils font tout pour pas parler de moi. Et d'ailleurs, chose très marrante, en fait, ils font des débriefs sur YouTube des événements de MMA des week-ends. Et en fait, à un moment donné, on m'a envoyé l'extrait parce qu'il y a voilà, deux journalistes qui disent ah donc il y en a un qui dit oui donc il y a eu une super démo de grappling lutte pendant le KSW 112 donc là où j'ai combattu et moi j'ai amené mon adversaire au sol et je l'ai lutté complètement voilà, c'était vraiment une grosse domination et celui d'à côté il dit ah Hugo 2 et l'autre journaliste fait non 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 pas Hugo 2 pas Hugo 2 c'est comme si c'était voilà le mot interdit. Il venait de dire Ouais. voilà, un truc interdit. Donc c'est très marrant. Moi je prends ça à la rigolade parce qu'en fait vous savez c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui sont guidés par l'argent. Voilà. En fait c'est ça qui me différencie de ces gens-là, Tu c'est que moi sais, c'est pas là. les choses changent. Hein. Oui voilà bien sûr. Moi, je me souviens, il y a 4 ans, dans la première année de la présidence de Biden aux États-Unis, il y avait un ancien congressman qui était retraité depuis, qui s'appelle Newt Gingrich, et qui était interviewé sur la Fox News, qui est pourtant une chaîne plutôt de droite, tu vois, Mhm. du moins elle se positionne comme telle. Et il avait commencé à parler de certaines choses. Il avait mentionné George Soros. Et d'un seul coup, on lui a coupé le micro et la personne a dit non, 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 on ne parle pas on ne prononce pas ce mot-là. Alors que maintenant c'est possible maintenant. Hein. Ah, maintenant, Oui, complètement. Et oui, puis maintenant, avec tout ce que Tucker Carlson a fait, ce que Nick Fuentes a fait, ce que Candace Owens, Megyn Kelly, Benny Johnson, plein de gens, ils y vont fort, tu oui, vois. bien sûr. Et il y a un contre-courant contre eux qui les traite d'antisémites, mais ça ne va pas porter. Mhm. Les choses ont changé très lourdement et sur ce plan-là. Tu vois, mais les choses sont complètement différentes. Moi, je connais un peu plus la Pologne, donc on pourrait en parler même sur tous ces sujets-là, mais surtout l'historique de la Pologne, hein, parce que la Pologne a quand même perdu quasi 6 millions de personnes pendant la guerre. Bien sûr. Hein. Et alors, on a tendance à dire ou à faire dire officiellement qu'ils étaient tous juifs, ce qui n'est pas le cas. Non, pas du tout. Et D'ailleurs, c'est il y a eu énormément de Slaves qui ont été éliminés. Hein. C'est pour ça que les gens ici, ils détestent les Russes et les communistes, etc. C'est parce que jamais ils n'oublieront en fait le massacre qu'il y a eu parce qu'il y a eu des juifs exécutés, ça, il y a Oui, pas oui, de mais des officiers à mais, Katyn.
mais en gros, les Polonais, ils mettent le point sur. Il y a eu beaucoup de Polonais ethniques qui se sont fait massacrer. Il y a eu des millions de Polonais massacrés. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps sur Instagram, il y a quelqu'un que je connais sur les réseaux et que j'apprécie. Il me disait, oui, mais pourtant les Russes ont sauvé les Polonais des Allemands. Oh là là, je dis, ne dis jamais ça à un Polonais. Et puis En vraiment, Pologne, ouais, ouais, ouais. c'est un peu ce qui nous a appris en France. Les communistes sont venus sauver, enfin, ont combattu les Allemands en Pologne, etc. Ce qui est vrai, mais en fait, la vérité, c'est que les Russes et les communistes ont complètement défoncé les Polonais au passage. Auparavant, ouais. Après, vers la fin de la guerre, ça avait changé. En fait, ça a été ambigu. Par exemple, si tu vois, par exemple, Varsovie, quand tu suis en fait l'histoire, tu vois, dans n'importe quel musée, le musée de la Résistance, par exemple, tu y vas et en fait, tu connais, enfin, tu apprends comment s'est déroulé le siège de Varsovie. Et Ouais. tu vois très bien, les communistes, ils ont complètement trahi les résistants polonais. Et ils se Ah, sont et Staline a empêché ses généraux de rentrer, de sauver. c'est ça. Et les communistes, même locaux polonais, s'étaient insurgés contre ça, Ils etc. sont tous fait défoncer. Hein, Oui, mais en même temps, sur d'autres points, il y a eu la fameuse rencontre, tu as parlé de Szczecin Mhm. tout à l'heure, ben, juste à côté, c'était sur Odra, sur la rivière, que les troupes russes soviétiques à l'époque et les troupes américaines se sont rencontrées Bien sûr. à la Hein. fin de la guerre. Et ça s'était passé le 9 mai. C'est pour ça que les Russes fêtent le 9 mai, pas le 8 mai pour la fin de la guerre, etc. Mhm. Mais ce qu'il y a, le côté ambigu, c'était les accords entre l'Union soviétique et l'Allemagne pour se partager la Pologne dès 1940. Mhm. Mhm. Et donc, l'Union soviétique avait cru à la parole des Allemands qui ne l'ont pas respecté, et puis ils sont allés pénétrer en Union soviétique après, etc. Mais tout ça, c'est assez complexe pour expliquer, parce que la plupart des gens comprennent même pas que sur le plan géographique, tout a glissé. Hein. Tout ce qui est considéré comme l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui, c'était polonais à l'époque. Bien sûr, hein, bien sûr. Des parties de la Biélorussie, c'était polonais. Même il y a des tas de villes en Lituanie, c'est vrai que tu es en Pologne, mais Oui, il bien fut sûr. un temps où c'était un seul pays. Hein. Bien sûr. Avant, c'était le grand royaume de la Pologne. Il englobait La donc Lituanie, Simi, avec à l'époque de Jan Sobieski, qui a voilà, sauvé l'Autriche contre l'Empire ottoman. c'est ça exactement, Sobieski. Et il y a même eu une période, et ça, la plupart des gens l'ignorent, je crois que ça n'a duré que 6 ou 8 mois, je me souviens plus exactement, mais où le tsar de Russie était polonais. Ah, je savais pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Il y a même une période pendant ce temps-là. Mais de toute façon, toute l'histoire de l'Europe de l'Est, elle est très méconnue hein, à l'Ouest. Moi, par exemple, même là, ce que je dis, ne prenez pas ça pour une vérité absolue, parce que moi-même, en gros, je l'ai appris et je suis en train de l'apprendre. Donc, je vous enjoins à lire des livres, vous questionner, je sais pas, moi, ChatGPT, ou voilà, vous renseigner dessus, parce que mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on apprend en France. Ça, c'est sûr. Ouais. Sur Et d'ailleurs, plus j'en apprends sur l'histoire polonaise, plus je respecte la Pologne. Et donc, je vous enjoins de vérifier. D'ailleurs, c'est pour revenir à la discussion que j'ai eue avec cette personne. Il savait pas du tout, voilà, tout ce qui s'était passé. Pour lui, voilà, les Allemands avaient tué que des Juifs en Pologne. Et les Polonais, Ouais. limite, ils avaient pas souffert, voilà, de tout ça, ce qui est absolument faux. Et d'ailleurs, j'en profite. Tout à l'heure, Ah, je voulais de citer. nouveau, tu viens de te figer, Ah, donc on t'attend pour que tu reviennes. Je suis sûr que tu vas revenir incessamment sous peu comme les autres fois. Euh, c'est bon? C'est bon? Ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon, nickel. Donc ouais, je disais, bref, histoire de la Pologne méconnue. Et entre-temps, j'ai vérifié le livre dont je voulais et l'auteur dont je voulais parler tout à l'heure, c'était Jean Raspail avec Le Camp des Saints. Voilà. Ah oui, 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 oui. Et voilà, voilà. Ça, en plus, parce que j'adore ce bouquin et ça m'énervait de l'avoir oublié. Du coup, j'ai regardé. Voilà, donc autre conseil de lecture, Jean Raspail, Le Camp des Saints. Et juste, j'ai encore 10 minutes. Ça te va? Oui, 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 aucun souci. Oui, oui. Parfait, super.
Ok, bon, donc on va, comme il te reste que quelques minutes, on va commencer à arriver vers le mot de la fin. Je voudrais dire à tout le monde, si vous voulez suivre Hugo Nemesis 2, allez-y, suivez-le. Comme vous voyez, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et moi, j'ose penser que si vous le suivez, dans tout ce qu'il va dire, que son courage et son exemple déteindra sur vous et déteindra sur des gens que vous amènerez à suivre sa chaîne. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre, Hugo? Alors, déjà, merci pour tous ces compléments élogieux. J'essaierai d'en être digne. Alors moi, vous pouvez me suivre sur Instagram, Hugo. De toute façon, je t'enverrai tout. Je pense que tu pourras mettre en description. Donc Hugo Nemesis 2, c'est mon Instagram. Mon X Twitter, c'est exactement la même chose. Mon TikTok, c'est la même chose, Hugo Nemesis 2. Voilà. Donc là, au moins, c'est très simple. J'ai même un YouTube. Pour l'instant, avec mes équipes de com, on se concentre pas trop dessus, mais quand même, on met un peu de contenu. Donc voilà, c'est mes 4 réseaux majeurs. Et si je peux me permettre de faire une petite autopromotion, en fait, je vais bientôt lancer un gros service de coaching en ligne via mon entreprise, Nemesis Coaching. Donc c'est du coaching sportif, nutritionnel, etc. En gros, c'est on prend votre vie et on améliore votre santé et vos capacités sportives. On vous aide à vivre plus sainement et plus longtemps dans cette belle vie et surtout à faire du sport, etc. et être en bonne santé. Et ça, on va faire le lancement demain ou après-demain. Donc là, ce sera le mardi 25 ou mercredi 26. Je me permets de faire ma petite promotion parce que en fait, c'est Très quelque bien. chose dont j'ai rêvé il y a très longtemps. On est sur des tarifs en plus abordables. J'ai fait exprès pour rien vous cacher. En fait, au début, ça va uniquement permettre à mes coachs de pouvoir vivre à 100% du sport et de pouvoir m'aider en fait à continuer à me coacher encore plus, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi des tarifs abordables parce que nous on veut aider le plus de gens possible. Voilà. Et donc c'est une autre pierre à l'édifice que j'apporte et que j'ai imaginé et rêvé pendant pas mal de temps. Voilà. Eh bien, parfait. Ben, j'espère que vous avez tous apprécié toute cette émission sur Point de rupture avec Hugo Nemesis 2 et surtout que vous avez apprécié Hugo lui-même parce que vous voyez que on peut se battre pas seulement dans le ring, mais on peut se battre dans le domaine des idées Bien et sûr. défendre certaines choses et surtout de les mettre en avant et d'avoir le courage de le faire. Hugo, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette invitation sur Point de rupture et on va se dire à la prochaine. Et pour vous tous, envoyez-nous tous les commentaires sur ce que vous pensez de Hugo, etc., parce que nous voulons que vous réagissiez là-dessus et surtout partagez cette émission avec le plus grand nombre possible de personnes parce qu'on a besoin de mettre des gens comme Hugo en avant pour que davantage de pays en France, davantage de personnes en France le connaissent encore davantage. Encore un grand merci Hugo et à très bientôt. Merci à toi de m'avoir invité, à toi et à Louis. Et franchement, je suis très content d'avoir eu cette discussion. C'est encore mieux que ce que je pensais. Donc, merci à tous et j'inciterai à tous mes followers à venir faire un tour sur ta chaîne, à liker, à s'abonner parce que c'est du bon contenu que tu fais. Voilà. Merci à Alors, toi. merci beaucoup Hugo. À très bientôt.